vous installer confortablement. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Écoute le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler images, on va parler photos, vidéos, avec nos deux invités, tout ça autour du thème de la ville. Nos deux invités qui sont aujourd'hui Robin, étudiant à Sciences Po Toulouse, vidéaste que vous pouvez retrouver sur YouTube avec le nom de Robin Wood. Comment ça va, Robin ? Ça va très bien, et vous ? Impeccable. Ça va bien, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en face de toi, Louis, étudiant également à Sciences Po avec toi à Toulouse. Louis est photographe, on peut le retrouver notamment sur Insta sous le nom de Locus View. Comment ça va, Louis ? Écoute, la forme, très haut d'éclat. Merci de m'inviter, franchement c'est cool. Et c'est très bien de te revoir, Corentin. On projet ensemble, parce qu'on était ensemble à la fac, dans le même média, donc c'est cool. L'équipe est assez improbable, le monde est très petit, on s'est vraiment tous retrouvés autour à Toulouse, c'était totalement improbable pour vous faire donc cet épisode du podcast autour, comme on l'a dit, de la ville en images. Donc nos deux invités aujourd'hui vont nous parler de tout ça, de leur parcours, de ce qui les a amenés à faire de la photo, à faire de la vidéo. Est-ce que justement vous pouvez nous raconter un petit peu vos parcours à tous les deux ? Tu veux commencer, Louis ? Je peux commencer carrément. Donc moi, faut savoir, au tout début, j'ai jamais eu vraiment de passion avant la photo. J'ai que la passion pour le sport, mais pas trop tout ce qui est artistique, culturel. Et c'est au lycée, il y a un gars qui faisait de la photo, c'était un skateur à Paris, tout ça. Il faisait de la photo, mais argentique. Mais en gros, il avait un jetable que tu pouvais recharger. Donc vraiment le délire Kodak, tu pouvais recharger des pellicules. Donc il avait fait quelques petites photos, on est parti à Londres et tout, et il m'avait dit, il m'avait passé où je pouvais trouver ça. Et j'ai acheté ça, et j'ai fait mon premier voyage avec mes potes, donc à la fin du lycée pour fêter le bac, on allait à Londres, et j'ai pris mes premières photos avec ce petit appareil. Et un an après, je l'ai ressorti, parce que je me suis dit, tiens, et si j'allais me balader dans Paris, faire des photos, tout ça. Et je prends plein de photos, tout ça, je me dis, tiens, c'est une dinguerie, ma pellicule. Et je vais au labo, et là, le mec du labo, 2 jours après, il m'appelle, il me dit, viens chercher tes pellicules. J'arrive, il me dit, voilà, ta pellicule, elle est vierge. Genre, il n'y a aucune photo. J'avais perdu mon temps. Le mec te dit, viens, mais en fait, non, il y a 0 photo. Du coup, il m'a passé un petit remboursement, tout ça. Et c'est à l'époque où, du coup, j'ai 18 ans, mon premier job, il y a un peu d'argent. Je me suis dit, vas-y, let's go, je vais m'acheter un argentique. Du coup, je me suis rendu dans une avenue de la République, qui est une rue assez connue, on va dire, à Paris pour la photo. Et je suis allé chez un gars, je dis, voilà, je me lance dans la photo, je m'y connais rien. Je vais acheter un photo tout manuel que gère donc la vitesse, l'ouverture. Et donc, il me trouve un appareil que je paye un peu cher, faut le dire. Je paye cher parce qu'à l'époque, l'argentique n'était pas très connu non plus, mais vu que c'était en boutique, c'était cher. Je l'ai payé, je crois, 150 €. Qu'alors, en vrai, j'aurais pu l'avoir pour 80 €, mais voilà, on s'est toujours couillonné au début, malheureusement. Et du coup, je repars en vacances cette fois-ci. Je me dis, tiens, incroyable, cette fois-ci, j'ai un appareil qui va marcher. Et je me fais kiffer. Je pars en Italie, donc incroyable. Je pars au 5 Terre. C'est donc à la base on savait pas où partir avec mes potes, on aimait bien faire la fête, donc on se dit on va aller à Gênes. On se retrouve dans une ville où il y avait rien. Il y avait rien, c'était pas de bar, pas de boîte, nul. Et on s'est rendu compte qu'on était près des 5 Terres, donc qui est un parc de ressources naturelles. Et ce qui est incroyable avec des petits villages de pêcheurs, tout ça. Du coup on a vraiment fait des vacances de daron. Et je suis rentré à Paris et pour la première fois j'ai fait développer mes photos. J'étais super excité d'avoir mes photos en physique, tout ça. Et je les récupère. Et franchement, sur 36 photos, il y en avait, je pense, 10 qui étaient potables. Sinon, toutes les autres, galère de vitesse, d'ouverture, mauvaise prise de vue. C'était horrible. Et je me dis, et en plus, je revenais mes parents au restaurant, du coup, je voulais trop leur montrer et tout. Et j'étais super déçu, tu vois. Même moi, j'avais l'air un peu déçu, tu vois. Et je me dis, voilà, il va falloir que je travaille ça. Et après, je continue ou pas de raconter l'ascension un peu plus tard. Ouais, ok. Et du coup, au premier compte rendu, je me suis dit, il va falloir vraiment que je bosse. Et donc, c'est ce que j'ai fait par la suite. Okay. Et toi, Robin, c'est quoi ton... Attends, mais mec, juste à commencer à Londres, c'est hyper stylé comme début. Les photos sont folles. Ça va. La ville. On en parlera. On va nous faire voyager dans ce podcast. Alors moi, j'ai 2 versions. J'ai une version courte et une version longue. Laquelle vous préférez ? La version longue. Allez, tu peux faire des grâces sur la longue. Et elle est pas fameuse en plus, la version longue. Mais du coup, quand j'ai déménagé, je suis arrivé à Brive quand j'avais genre 13-14 ans. Et en fait, c'est l'époque où j'ai découvert Mister V. Surtout Mister V au début, après un peu genre Norman, tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est trop stylé les podcasts. Et en fait, j'ai commencé par faire des podcasts. Podcast vidéo, du coup. Podcast vidéo, ouais. Oui, pas podcast audio. J'avais une pauvre GoPro dont je me servais pour faire des images sous l'eau et tout. J'avais acheté un pauvre micro que je posais en équilibre. J'avais jamais pensé à le scotcher et tout. C'était vraiment terrible. Genre, c'était très mauvaise vidéo. C'était pas drôle du tout. Mais c'est ça qui m'a mis un peu genre le pied à l'étrier. Genre, c'est comme ça que j'ai appris à monter et tout. J'ai tout appris en autodidacte.
Et à un moment, j'ai fait un podcast qui était tellement nul entre ce que j'avais imaginé et ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, c'est bon, j'arrête. Je pense que je me suis acharné pendant 1 an. Après, j'ai abandonné pendant à peu près 1 an, jusqu'à ce que j'entende parler en fait d'une association d'audiovisuel, du coup, vers chez moi à Brive, où là, il y avait moyen d'avoir masse, matériel, des caméras, des micros, des fonds verts, vraiment un truc de ouf. Et c'est ça qui m'a qui m'a redonné envie. J'ai monté une chaîne YouTube avec des potes qui a duré à peu près 6 mois. Juste, on faisait nos délires et tout en vidéo, mais c'était cool parce que en fait, c'était un peu moi qui avais des compétences et c'était moi qui mettais un peu genre nos idées en images. Ça m'a vachement appris. Ensuite, avec cet asso, j'ai fondé une web TV pour laquelle j'ai fait des reportages pour la foire du livre et tout. J'avais interviewé les frères Bogdanov d'ailleurs, qui sont morts il y a pas longtemps. Mais et ensuite, au moment où j'ai voulu quitter cette association, parce qu'en fait, elle m'a pas apporté grand-chose au niveau des compétences, mais c'est surtout genre du matériel. Après, en fait, je continuais d'apprendre sur YouTube. Dès que c'est le gros avantage de YouTube, dès que tu as envie d'apprendre un truc, tu trouves les vidéos que tu veux. Et à cette époque-là, j'ai aussi découvert Casey Neistat, qui est un YouTuber qui faisait du daily vlog à l'époque, qui a genre vraiment popularisé le vlog en mode le vlog stylé. Le vlog maquillage, je dis pas que c'est pas stylé le vlog maquillage, mais c'est pas mon kiff quoi. Et j'ai commencé à faire mes vidéos tout seul, du coup, mais pas dans ma chambre, cette fois, genre vraiment à l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai monté ma chaîne. Et là, ça fait 5 ans que je l'ai. Ça va bientôt faire 6 ans, je crois, le 27 février. Et voilà, du coup, ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos pour des entreprises aussi, pour gagner un peu d'argent et acheter du matériel, notamment les objectifs et des caméras, parce que ça coûte très cher. Et aussi, je fais des courts-métrages de temps en temps. J'en ai pas fait beaucoup, j'adore ça, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais c'est à terme, j'aimerais être réalisateur, donc c'est vraiment... une première étape pour moi pour me lancer dans le cinéma. En gros, c'est un cachot, quoi. Faut le dire. Ouais, mais je démarrais dans ma chambre à faire des trucs vraiment nuls. Hein. Comme beaucoup de monde dans la vidéo. C'est comme ça que ça commence. Ok, bah merci pour vos présentations respectives. Donc on l'a dit en début d'émission, le thème d'aujourd'hui ça va être la ville. Donc vous nous avez dit que c'est un milieu qui vous attire tous les deux. Est-ce que vous pouvez un peu du coup nous expliquer quel a été l'impact de la ville ou du milieu urbain sur votre travail? Qu'est-ce que ça représente pour vous la ville quoi? Par exemple toi Louis? Bah, moi, je suis originaire de la ville, donc je viens de région parisienne. Donc, j'ai grandi vraiment aussi avec ce contraste entre vraiment déjà la banlieue et Paris, sur l'architecture, les populations, les cultures. Donc, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai toujours eu un peu cette envie de faire l'anthropologie, de voyager, de comparer les populations, les cultures. Et quand j'ai commencé la photo, en fait, j'ai appris vraiment à redécouvrir la ville. Okay. À redécouvrir déjà, à lever la tête. À lever la tête, je trouve ça super important déjà en ville. Et je me rappelle quand j'ai commencé vraiment à faire un peu plus de photos dans Paris, à faire un peu des marches ou à Lille, j'avais vraiment ce degré de prendre le temps, parce qu'en fait la vie va tellement vite qu'il faut aussi apprendre à prendre son temps, tu vois. Je pense pas dans la vidéo, prendre son temps et surtout observer et attendre d'avoir le bon moment. Et ce qui est intéressant surtout dans la ville, c'est que en fait il y a plein de scènes de vie, enfin il y a de tout, il y a les épiceries, il y a le marché, il y a le train, il y a le métro, il y a les petites places, les petits commerçants. Et du coup mon image c'est vraiment posée sur les sujets de la ville, donc ce qui compose la ville, et que ce soit le matin, en fin de journée et le soir. Donc, voilà. Ok, t'as vraiment des périodes de prédilection, genre il y a des moments dans la journée où... alors le midi, je vais jamais faire une balade entre midi et 15h, tu vois. Ok. Que je suis souvent à la recherche aussi, vu que je suis essentiellement de la couleur, je suis à la recherche de petites couleurs sympas en début de matinée ou en fin de journée, et le soir, faire un peu de tout ce qui est néon, tout ça dans la ville, quoi. Ok, ouais, je comprends. Moi, j'ai grandi à Marseille pendant 12 ans, je suis né là-bas, et après, j'ai déménagé à la campagne, et je dirais pas que je l'ai mal vécu, mais vers ma majorité, vers 18 ans, je me sentais un peu frustré, et aussi, je pense, j'ai vraiment découvert le cinéma et les vlogs de Casey Neistat, c'était à New York. J'ai toujours en fait un peu construit, on va dire, mon imaginaire de la vidéo autour de la ville, et je sais pas pourquoi, mais ça s'est toujours imposé comme une évidence pour moi de filmer la ville, parce que justement, il y a plein d'histoires. Enfin, quand tu vas à la campagne, c'est surtout du paysage, je dirais, alors que dans la ville, il y a plein de gens, il y a les boulangers qui font leur pain, il y a les mecs qui installent les terrasses à 6h du mat, t'as les gens qui vont travailler, il y a 1 million d'histoires qui se déroulent devant tes yeux, et c'est ça que t'as envie de raconter des histoires et pas forcément montrer des paysages, même si je le fais aussi dans certains vlogs, mais c'est vraiment, c'est l'effervescence de la ville, vraiment c'est un truc qui m'anime déjà, j'ai du mal à vivre dans un milieu trop calme. Okay. Être dans une ville un peu dynamique, ça me donne de l'énergie et surtout ça me donne de l'inspiration parce que tellement de choses sous tes yeux en fait qui sont en train de se dérouler et j'étais un peu ça avec les marches, mais moi en gros je me balade dans la ville et j'essaie juste de filmer tout ce que j'ai. J'attends pas trop pour choper le bon moment, j'essaie juste de
choper tout ce que je peux dans la ville, mais je pense que c'est une des contraintes de la vidéo avec le montage, peut-être qu'on y reviendra après. Mais je pense qu'on a un peu cette différence-là entre la photo et la vidéo, mais la ville, en tout cas, c'est vraiment ce sur quoi on se rejoint, c'est toutes les histoires à raconter, tout le dynamisme, l'urbain aussi, les immeubles, il y a un truc un peu Ce qui est sec. intéressant sur la vidéo, c'est que, comme tu dis, tu vas tout prendre en vidéo, tu vas prendre plein d'images. Et en fait, là où tu vas prendre ton temps, c'est après en post-prod, en fait. Ouais, c'est Là, tu vas ça. reprendre ton temps, tu vois. C'est à ce moment-là où on refait la Et lecture. moi, c'est vraiment visuellement parlant. C'est d'abord avec mes yeux, je regarde ce que je peux voir, ce qui arrive. Alors, j'ai une anecdote sur ça. C'était, j'attendais un ami sur le pont en face de Notre-Dame à Paris, et il y avait plein de gens qui passaient. Moi, j'étais vraiment un peu au milieu du pont, donc je regarde un peu, j'observe. Et au loin, je vois une grand-mère et son petit-fils, tu vois, qui passent, prêt à traverser. Je me dis, ah, c'est le moment, parfait. Je prends la photo. Et 2 secondes après, je vois un petit couple devant Notre-Dame contre le pont qui se chine un peu, tout ça. Je me dis, ah, il faut qu'il se pécho, là. La photo sera dingue, tu vois. Et hop, j'ai pris la photo. Et franchement, j'ai eu pas mal de retours. Et c'était vraiment un kiff, tu vois. Genre, tu vois, enfin, t'essaies d'anticiper un peu ce qui se passe. Et en fait, ce qui est cool, je pense, avec la vidéo, c'est que vu que tu prends plein d'images, du coup, t'as un peu tout dans ta temporalité, dans ce que tu voulais voir, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, dans le cinéma, on dit qu'il y a 3 lectures. Enfin, 3 écritures, pardon. Il y a la première, c'est quand t'écris ton scénario. La deuxième, c'est sur le plateau de tournage, quand avec tes acteurs, t'as une discussion un peu et tu réécris un peu le script. Et des fois, il y a des modifications et des improvisations. Et après, il y a la troisième écriture, c'est le montage. Et c'est là où, en fait, avec tout le matériel que t'as pu choper, tout ce que t'as pu enregistrer ou enfin, expliquer face à la caméra, là, ensuite, tu mets tout en forme et tu construis ta narration vraiment. Et en fait, vraiment, toute une vidéo, elle passe par plein de processus et il y a plein de moyens de l'écrire et il y a plein d'étapes. Et c'est là où il y a aussi la différence avec la photo, c'est que nous, on a justement ces 3 étapes-là, alors que toi, c'est sur le moment, quoi. Exactement. Vous parliez justement des lieux que vous privilégiez. Tu parlais de la ville, le marché, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un lieu pour faire de la photo, pour faire de la vidéo qui vous semble essentiel dans la vie, que vous affectionnez particulièrement? Moi, je sais pas si c'est un lieu dans la ville, mais les marchés, c'est un truc qui m'excite un peu parce qu'il y a toujours, qui m'excite, audiovisuellement parlant, d'accord. Mais il y a plein de couleurs, du coup c'est hyper intéressant, il y a plein d'effets de lumière et c'est surtout, en fait, je trouve que dans la photo et dans la vidéo, on raconte des histoires et ce qui est intéressant, c'est des métiers où vraiment il y a un savoir-faire qui est visuel, genre un poissonnier, un boucher, un maraîcher, la manière dont il choisit ses légumes, la manière dont il coupe la viande, la manière dont il écaille le poisson. Je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup et j'aime souvent aller dans les marchés, dans les villes et je le dis souvent dans mes vidéos parce que déjà c'est très représentatif d'une culture, déjà pour la gastronomie mais aussi la manière de préparer, les ingrédients qu'il peut y avoir, c'est hyper intéressant les marchés, je trouve visuellement, il y a plein de trucs à faire, des ralentis, des slow motion de mecs qui coupent de la viande et tout. Je trouve ça surkiffant et ça ajoute un peu de nouveauté parce que c'est pas un truc que je vois beaucoup dans les vidéos et j'adore les marchés, vraiment je trouve que c'est mon truc. Bah moi en vrai, en général, l'idée c'est d'avoir un fond, donc une architecture ou un point de suite, et avoir un sujet devant. Mais là en ce moment, j'ai un délire avec les couleurs de métro. Je disais à Robin en arrivant, je suis super observateur en ce moment. Moi ce qui est différent avec Paris, c'est qu'à Paris, le métro souvent c'est très petit les couloirs et pas vraiment de point de suite. Et là, à Toulouse, franchement, je suis émerveillé par l'architecture des métros. Alors, moi, j'ai plein de points de vue à faire et franchement, je trouve ça assez cool. Du coup, c'est le projet. Là, je pense, dans quelques semaines, je vais me faire une petite session de 36 photos dans le métro. Là, ça va être sympa. Donc, plus le métro. Après, pourquoi, je ne sais pas. Je pense un peu le délire aussi de la profondeur. Je trouve vachement profond le métro à Toulouse. Il y a aussi le délire un peu avec les escalators. On voit un peu la ville, un peu le début. Enfin, j'aime bien, en fait, surtout... l'importance du métro aussi pour les citadins. Enfin, faut le dire, le métro, métropolitain, genre déjà sémantiquement le mot, c'est l'essence de la ville. C'est ça, de la ville. Moi j'avais un délire, c'est que j'avais pour aller au lycée, je prenais 20 stations d'une ligne qui fait 40 stations. Okay. Et je voulais savoir, on avait 20 stations, il y a des stations que je connaissais pas à l'extérieur. Et un jour, à chaque station, je suis descendu. C'est trop stylé. Pour voir quoi ça ressemblait. Au moins, je sais, tous les jours, je passe par là, moi, je sais à quoi ça ressemble. Donc, ce contraste, je pense, entre le souterrain et un peu aller au travail, voyager, et d'un coup on arrive dans un endroit qui est dans la ville, je trouve ça super intéressant, donc je vais jouer sur ça. Là. Ça revient un peu avec ce que tu disais justement de lever la tête, où par exemple la ville c'est tellement vaste, tellement grand, qu'on a tendance à se balader, on passe tout le temps devant un endroit qu'on voit pas au final, et peut-être que justement avec l'œil que t'as quand tu prends de la photo, quand tu fais de la vidéo,
t'as peut-être cet œil-là différent où justement tu vas te dire, ben en fait, pourquoi je passe là? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder? C'est ça. Ça vous fait ça aussi, je pense. Bah, là, c'est un truc tout con. D'habitude, je vais au tennis à vélo, vers l'île Ramier. Et là, j'ai pas de vélo, du coup, j'y suis allé à pied. Et j'ai trouvé un endroit pour faire un shoot. Je me dis, mais attends, ça fait 6 mois que je passe par là. J'ai pas vu le bâtiment avec les couleurs, hein, mais depuis quand? Enfin, ça a poussé entre temps, c'est pas normal. C'est en fait, encore une fois, prendre son temps. Et même, j'ai arrêté. Au début, je faisais beaucoup de photos en vélo. Je me suis rendu compte qu'en faisant du vélo, bah, je ratais plein de choses. Du coup, maintenant, je fais des balades. En fait, je vais dans un quartier avec mon vélo, je m'arrête, hop, je tourne un peu, je reprends mon vélo, puis je bouge le quartier. Enfin, c'est ce que je fais maintenant, donc c'est plutôt cool. C'est un peu le pouvoir que tu as avec la photo, c'est tu peux figer cette effervescence quoi, de la ville et vraiment te concentrer sur un truc en particulier. Et donc vous avez parlé chacun de ce que vous faisiez, ce qui vous motivait au quotidien. Est-ce que vous consommez de la photo? Est-ce que vous consommez de la vidéo au quotidien ou pas forcément? Est-ce que vous préférez plutôt travailler, on va dire, vous êtes focus sur votre travail et vous vous concentrez là-dessus, ou est-ce que vous êtes en permanence alimenté par différents comptes, différents vidéastes qui vous permettent de vous motiver quoi? Alors pendant longtemps, ouais, je pense que dans ma manière de créer, j'aime bien m'imprégner des autres. Du coup, Casey Neistat, j'ai regardé tous ses vlogs, je pense 3 à 4 fois. Il y a 1000 vidéos sur sa chaîne. J'ai passé des milliers d'heures à regarder ça. Et en fait, rien que regarder, ça te permet déjà d'apprendre. Tu commences à choper des réflexes. Après, tu les mettras en pratique au moment où vraiment tu commences à filmer et tout. Mais j'ai un peu arrêté la vidéo justement pour me concentrer sur la conception. On va dire que j'ai pas mal appris. Ouais, maintenant, je suis plus en mode fabrication. Ouais, c'est ça. Et peut-être que si je veux changer de style de vidéo, à un moment, je regarderai d'autres vidéos et je ferai que ça avant de me remettre à faire des vidéos. Par contre, la photo, c'est là où, ça m'aide un peu, surtout sur Instagram. Maintenant, j'ai quasiment que des trucs de photos, je pense, dans mon feed. Et pas mal de trucs d'argentique. Probablement, c'est ta faute, je pense, oui. Mais je sais pas, mais c'est cool parce que il y a l'histoire du cadrage, parce que la photo, vraiment, le cadrage est hyper réfléchi. En vidéo, il peut être très réfléchi, comme il peut être genre vraiment sur le moment. Le but, c'est trouver le meilleur cadrage en un minimum de temps. Mais je trouve, je m'inspire pas mal d'Instagram aussi, de certains cadrages que je vois. Je suis pas mal de trucs de ville, surtout pas mal de trucs de New York, parce que ça me manque. Mais ouais, la photo sur Insta m'inspire plus que la vidéo avant. Probablement parce que j'ai moins le temps aussi, je suis rapide. C'est ça, je scrolle un peu, je regarde quelques photos, je me dis celle-là elle est pas mal et tout, ça me fait penser à un plan, peut-être que je pourrais le faire un jour. Mais ouais, okay. Maintenant plus trop de vidéos. Et toi Louis, du coup t'es complètement plongé là-dedans ou Bah en amont au début pas trop. Au début je faisais vraiment à l'instant les photos, j'avais pas vraiment d'exemple ou d'inspiration. Et aujourd'hui Instagram au niveau photo et les gens qui font l'argentique c'est devenu démentiel. Enfin il y a vraiment trop de comptes, trop de gens qui sont inspirés. Je suis à fond, je suis énormément de photographes, beaucoup de Parisiens qui sont dans le rap, dans les films, dans les courts-métrages. Et c'est devenu une énorme source d'inspiration, il y en a plein. Et il y a aussi l'effet du coup de se dire, comme tu disais au début, tu t'inspires, après tu te rends compte, t'as l'impression d'un peu copier, donc t'as envie de aussi trouver ton identité par rapport à eux, donc ça c'est compliqué. Ouais, tu digères et après tu crées ton propre truc. En vrai, aujourd'hui, je vais pas m'inspirer, on va dire, visuellement je reproduis pas la même photo que je regarde sur Instagram, mais plutôt tout ce qui est les collages, les effets, les collages sur Photoshop, franchement. Il y a des gens qui font des trucs trop cool en collage photo et j'essaie de reproduire la même chose. Okay. Et je trouve ça assez cool. Mais après, vraiment, là où je suis le plus inspiré par les photographes, c'est ceux qui prennent des voitures. Okay. Je me suis rendu compte que, les voitures, quand j'ai des voitures, c'est les anciennes voitures, hein, pas les voitures, tout ça. Et la voiture à Toulouse. La voiture à Toulouse. Les anciennes voitures. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de plans à prendre sur les voitures. Et j'ai vu des posts de gars vraiment trop cool de voitures un peu de près, tout, trop cool. Et du coup, je me suis lancé dans ça là depuis ça fait un peu longtemps que je prends les voitures en photo et j'ai pas travaillé des plans différents. Du coup, c'est cool. Ok. Mais dans ta réponse, tu as parlé d'identité à un moment. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est important de construire ton identité quoi, pour que quelqu'un qui voit une photo puisse se dire reconnaissable. Ouais, ça c'est lui, tu vois. C'est super important. C'est le truc le plus dur à avoir quand je joue en photo. En photo, ça doit être vachement plus dur qu'en vidéo. J'arrive pas à trouver mon identité, pardon. J'ai vraiment essayé. Enfin, en fait, je pense qu'au début, après, ça fait seulement vraiment 2 ans, 3 ans que j'en fais. Ça fait vraiment 2 ans que j'en fais à fond. Je pense, c'est un peu toucher à tout. C'est vraiment faire une photo de tout. Ouais. Et après, je fais mon identité. Mais tu vois, il y a un photographe, je sais plus comment il s'appelle, le nom après, que tu m'avais envoyé, un gars qui fait des réels. Et lui, toutes ses photos sur Instagram, c'est un gars de New York. Je montrerai après le compte. Le gars, toutes ses photos, elles sont un peu orangées en fait. Du coup, à chaque fois que je suis sur mon feed, et je suis des milliers de photographes sur mon compte pro, je me dis, lui, je sais, c'est lui, tu vois. Ouais, ils ont leur preset. Il y a ça à travailler. Donc aussi, il y a des gens, il y a un photographe qui s'appelle Miaou SB, il fait que du noir et blanc, mais c'est une dinguerie. Du coup, il est connu pour ça dans le monde du rap, de la mode.
Et du coup, moi, vraiment, je retrouve mon identité. Après, moi, j'aimerais bien tout simplement la trouver, peut-être avec un crédit photo, un truc cool. Pour l'instant, j'ai envie de un peu toucher à tout, en fait. Ok. Ouais, il faut faire des projets différents et après, je verrai bien, mais c'est pas le but, vraiment, de faire une identité, ça se fera avec le temps, je pense. Ok. Et toi, Robin, du coup, sur la vidéo? Bah, je pense déjà sur la vidéo, c'est un peu plus facile parce que on a plus d'éléments à apporter. Des fois, il y a l'utilisation genre de time-lapse ou de trucs comme ça. Il y a le rythme aussi. Il y a des vidéos qui sont très lentes, d'autres qui sont très rapides. Le langage et l'avantage aussi Tout des simplement, c'est directement ta tête, quoi, qui est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'avantage du vlog, c'est que bah on voit ma gueule, quoi. Mais après aussi, mais c'est ce que tu disais. Là, ça va bientôt faire 10 ans que je fais de la vidéo. J'ai mis du temps entre guillemets à me trouver. Je pense qu'on évolue aussi. Je vais pas non plus toute ma vie faire le même style de vidéo. Ouais. Mais je me suis beaucoup inspiré de Casey Neistat au début. Je pense que mon identité aujourd'hui sur YouTube, elle se construit par rapport aux émotions. C'est un truc dont, enfin, je sais pas pourquoi, mais je trouve que, je dirais pas que c'est important d'en parler, mais je dis que ça manque un peu sur YouTube de parler de ses émotions. En général, c'est très factuel, en tout cas les vlogs. Et je trouvais ça intéressant justement d'amener un peu, pas de la philo, entre guillemets, un peu de philo psycho avec les émotions. Et dans quasiment toutes mes vidéos, je parle un peu de sujets profonds, de moi, de ce que je ressens ou d'un truc qui m'est arrivé. Et je pense que c'est ça qui fait un peu mon identité. Et je sais je reçois des commentaires et des messages sur Insta où les gens me disent, c'est cool, tu parles vachement de tes émotions et c'est pas un truc dont on a l'habitude. Et ça rassure un peu, c'est pas ça rassure les gens, mais les gens peuvent s'identifier aussi parce que les émotions, c'est vraiment un truc universel et que tout le monde a. Et quelqu'un peut se dire, putain, ben oui, moi j'ai la même émotion, mais dans un autre lieu. Et au final, c'est ça qui permet de créer le lien avec les téléspectateurs. Les spectateurs, juste pas télé. Mais, Je pense que c'est vraiment ton ID là qui est reconnu, celle-là de sensation, émotion, comme tu dis. Parce que récemment, je montrais une vidéo à un pote à moi, une de tes vidéos. Je montrais une de tes vidéos à un pote. Et le gars me dit direct, putain, c'est cool, tu vois, genre, il a l'air franc quand il parle, tu vois, genre, c'est assez, tu vois, il y a une certaine émotion, tu vois. Donc, je pense qu'une identité, elle est vraiment, même moi, quand je regarde tes vidéos, je te dis, hein, une vidéo où tu parles à un moment où tu te sens pas trop bien dans ta vie, je me suis dit, mais putain, le mec a des couilles. Le mec, tu vois, le mec, il s'en fout du regard des autres, tu vois. Et c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure, du coup, là, quand on marchait. ok, ah oui, parce qu'il y a une question. Au début, enfin, moi, je sais que j'ai du mal parfois. Quand je suis dans la rue, prendre des photos. Enfin, les gens me regardent un peu bizarre. Enfin, Ouais, en France, c'est je me très sens pas dur. trop à l'aise. Tu vois, j'ai déjà eu des petits problèmes avec des gens par rapport à des photos et on m'a connu. Et toi, enfin, quand tu fais pour prendre ta caméra comme ça et marcher dans la rue, être à l'aise ou la poser, à New York, tu la poses vraiment au milieu, tu parles, enfin, t'es à l'aise et je trouve ça incroyable. Genre. Alors, justement, j'en parle dans le vlog qui va sortir à propos de ce podcast. Abonnez-vous au Robin Hood sur YouTube. Je fais de l'auto-promo. Et non, mais alors, déjà, il y a vraiment une question d'habitude parce que je m'en suis rendu compte. Alors l'année dernière, en 52 semaines, j'ai fait 50 vidéos. Vraiment, je me suis dit, je fais du vlog toutes les semaines. Et je me suis bien tenu pour le coup. Mon objectif, 52, j'en ai fait 50. Ça va, c'est pas si dégueu. Mais au début, j'étais en mode, bon, bah ça va. Les premiers vlogs étaient un peu durs parce que ça faisait peut-être un an et demi que j'avais pas vlogué à cause du Covid, parce que j'avais un peu moins l'envie, moins de temps. Et je me dis, ça va, au bout de 2 semaines, je suis en mode, ok, ça revient vite et tout. Et en fait, 3-4 mois après, j'ai regardé mes premières vidéos quand j'étais encore à New York. Et je dis, putain, c'est fou, je suis hyper mal à l'aise. Et déjà, ça vient vraiment avec le temps, c'est vraiment une histoire d'habitude. Et il y a un truc qui est genre un facteur énorme, c'est l'étranger. Quand t'es à l'étranger, les gens comprennent pas ce que tu dis. Et du coup, tu peux dire ce que tu veux et t'es vachement plus à l'aise. J'ai eu pareil en Italie, je pouvais parler de ce que je voulais, pas de problème. Quand je vlog en France, c'est déjà un peu différent déjà parce qu'on a un peu moins la culture du vlog. Oui. À New York, je mets ma caméra, quasiment tout le monde s'en battait les couilles. Il y avait peut-être à la limite une dizaine de personnes sur 6 mois qui sont venues me voir. En Italie, ça choquait un peu plus, mais de toute façon, je comprenais pas ce qu'ils disaient, ils comprenaient pas ce que je disais, donc on s'en fout. Mais en France, j'ai toujours un peu cette gêne. Ouais, des gens, genre, des visages. Et c'est pas un regard un peu, comment dire, étonné où les gens sont, putain, ouais, le mec a une caméra, qu'est-ce qu'il fait? En mode, what the fuck, genre, et il est chelou, le mec. Et du coup, c'est un peu dur en vrai. Et là, du coup, quand j'ai commencé à vlogger, juste aujourd'hui, ce matin, c'est un peu bizarre, même pareil quand je suis avec mes potes. J'ose pas trop parler à ma caméra, c'est un peu difficile. Mais je pense que ça vient avec le temps, ça va revenir. Après, c'est des habitudes qui se construisent. Le plus dur, c'est la construire la première fois. Après, tu tournes pas pendant, je crois, 2-3 mois. Tu reviens, tu mets peut-être 2 vlogs avant de te réhabituer, mais après, ça repart. Donc là, on verra. Je vais essayer de reprendre un peu plus doucement, mais j'espère que ça va revenir parce que ça fait bizarre d'être stressé pour parler à sa propre caméra quand même. Mais ouais, l'habitude, ça vient vraiment avec le temps et c'est en faisant, je pense pareil, toi, quand t'as démarré la photo, genre prendre des inconnus un peu, ça doit être un peu flippant. Là, enfin, plus t'en fais, plus t'es habitué, non? Oui, je suis habitué. Après, en France, t'as pas le droit de prendre de photos de gens de face, hein, c'est interdit.
Donc souvent c'est des photos de dos ou de loin, décalées, enfin j'ai trouvé un angle de vue. Après moi je suis vraiment, enfin je vais pas les, enfin un mec qui marche devant moi, je peux faire comme ça, tu vois, genre je peux pas. Et puis c'est pas non plus vraiment ma vision de la photographie. Moi j'aime beaucoup voir des scènes de vie. Donc, Ouais, c'est ça, c'est faut qu'il y ait à leur insu pour que ce soit comme reste cinéma, naturel tu et vois. spontané. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Faut qu'il y ait un décor, des sujets qui marchent, qui parlent, tout simple, un petit vieux qui lit son journal sur une place. Enfin, tu vois, sur les photos, c'est vraiment ce que j'aime faire. Mais là, tu vois, j'aimerais bien quand même de casser un peu ce côté de avoir peur de prendre des gens en photo et d'aller demander aux gens directement. Parce que je suis un youtubeur qui s'appelle Thomas App et lui il fait ça, il va voir les gens, il leur demande est-ce que je peux tirer votre portrait. Donc franchement, pourquoi pas proposer ça. Après voilà, il y a des gens, ils vont beaucoup relier la photo aux réseaux sociaux, Twitter, ils ont peur. Ouais. Mais d'autres personnes qui vont voir un argentique, je pense qu'ils vont plus le comprendre. Déjà des gens de un peu plus de 30 ans, Ouais, là, même gens de 80 ans, 70 ans, tu vois, ils vont plus comprendre, tu vois, genre. Donc c'est un futur projet de faire. Là, je peux projet, je pense que je vais faire ça. Même pour moi, tu vois. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait avec l'honnêteté et tout, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Prendre à l'insu des gens, c'est garder le naturel et le spontané des choses, et c'est ça, c'est garder l'honnêteté, parce que dès qu'il y a une caméra, ça devient un peu différent, les gens agissent différemment. Il y avait un sociologue qui, en gros, je crois que c'est un sociologue ou c'est un mec qui fait des documentaires, peut-être qu'il fait les deux. En fait, son truc, c'est qu'il posait des caméras dans des villes en Afrique. Et en fait, les gens faisaient n'importe quoi, genre ils ramenaient des poules, genre ils se mettaient à danser, ils se mettaient à chanter, ils faisaient des spectacles. En fait, la présence de la caméra, ça a un impact sur le comportement des gens qui est immense. Et quand ils s'en rendent pas compte, c'est là où on peut choper vraiment la spontanéité, le vrai, l'honnête. Enfin, ce qui est kiffant en fait à raconter, c'est des histoires sincères. Ok, très bien. Ben merci, très bien, super explication. Robin, tu nous as parlé de tes vlogs justement, je sais jamais comment prononcer ce mot. Tes vlogs. Donc c'est ce que tu fais principalement, pardon. Louis, tu nous parlais de technique argentique. Ouais. Est-ce que peut-être il y en a pas mal qui ne connaissent pas ou voient pas trop. Est-ce que justement tu peux nous expliquer ce que c'est la photographie argentique? Ok. Alors, pour ce simple, l'argentique, ça date, je crois, années 50, 60, pour les appareils. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un processus qui est beaucoup revenu à la mode chez les jeunes. Et en gros, donc, vous avez des films aluminium. D'ailleurs, il y a une crise aluminium, du coup, les pellicules sont encore plus chères. En plus, l'offre demande, enfin, la demande augmente, du coup, tout est plus cher. Bref. Et en gros, donc, c'est une pellicule, soit 36 poses, soit 24 poses, donc 36 ou 24 photos. Et en gros, c'est des négatifs. Et donc tu prends une photo, et au retour de ta photo, déjà tu la vois pas ta photo, hein, c'est vraiment t'as une chance, une capture, une chance. Et par la suite, tu la mets dans un labo, et le laboratoire va faire un traitement de pellicule. Donc j'ai eu la chance là avec l'UT1 de Toulouse de faire une initiation à la photo argentique, donc au développement. Donc on se retrouve tous dans une chambre noire. On prend donc la pellicule, donc à la fin de la pellicule, le film est bien remis, on voit juste la petite capsule. Et on est plongé dans le noir, on ne voit rien, donc on ouvre la pellicule avec un décapsuleur de B, la même chose. Et après on le met dans un entonnoir qu'on va fermer et on met tout ce qui est produits chimiques. Bon là j'ai pas le nom des produits chimiques, j'avoue j'ai mal révisé. Et on attend, après on fait sécher le film, on attend quelques heures, et après il y a tout un processus qui se fait à l'agrandisseur. Donc c'est-à-dire qu'on va on va prendre du papier photo, ça coûte très cher, mais le papier photo. On va prendre la pellicule qu'on va poser à une lumière et on va avoir les temps qu'on veut pour le contraste, pour avoir la bonne photo. Et donc à peu près, on va avoir donc du coup l'agrandisseur, une lumière qui apparaît pendant un temps de secondes qu'on a initié. Et après il y a trois séances. Première séance, on la met dans un bac. De produits, le fixateur, je crois. Je pourrais pas dire les conneries, j'ai pas le plan. Attends, juste du coup, tu peux choisir le niveau de contraste en laissant genre plus ou moins. Attends, c'est incroyable. Tu peux choisir ce que tu veux. Genre moi, pendant le noir et blanc, j'aime beaucoup quand c'est sombre. Ouais. Du coup, j'essaie beaucoup plus de temps face à la lumière, par exemple. Ah, mais du coup, vous aussi, en fait, vous avez 3 écritures. Enfin, genre le moment où tu prends la photo, le moment et après quand tu fais des corrections. Exactement. Donc c'est ça. Et en fait, tu commences par je crois que c'est ça. C'est fixateur. Après, c'est le bain de rincement. Et après, c'est révélateur. Et après, en fait, ta photo, elle apparaît sur les photos. En fait, c'est comme ça. Et donc, voilà. Donc, l'argentique, c'est vraiment dans le délire où tu dois tout aussi régler. Tout dépend de l'appareil que tu choisis. Après, moi, je conseille vraiment aux gens qui commencent l'argentique de prendre des petits appareils, des point of view, où là, tu peux tout simplement prendre des photos un peu comme les jetables. Et ça coûte moins cher que des jetables.
Parce qu'en vrai, sur le bon coin, tu peux trouver des appareils photo argentiques à 20 euros, sachant qu'un jetable c'est 15 euros. Et donc 20 euros, tu le recharges, c'est cool, t'as rien à régler. Après, ceux qui veulent vraiment commencer l'argentique, moi ce que je conseille vraiment, c'est de commencer avec un manuel. Si tu vas comprendre la photo, la vitesse, l'ouverture, l'ISO. Donc c'est vraiment ce délire-là. Et il faut surtout se dire qu'on n'a qu'une chance et qu'on ne pourra pas voir le résultat. Donc c'est vraiment ça sur l'argentique. Donc il y a tout un procédé vraiment de chambre noire, de produits chimiques assez complexe à découvrir. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance de faire cette initiation. Mais je t'avoue, j'étais un peu perdu au début. J'étais, bon, facile, faire ça, puis tout le monde, tu rates la photo, ça coûte cher. Enfin, tu vois, c'est une question de patience, encore une fois. Mais du coup, quand tu l'emmènes chez un développeur, ouais. lui, c'est lui qui fait ses choix, en fait. Il l'adapte en fonction de la photo, il fait genre le même procédé pour toutes les photos. Ce qui peut être un problème aussi. Ouais. Est-ce que toi, t'as un choix là-dessus ou pas? Est-ce que tu peux choisir tes temps, quoi? Et est-ce que toi, tu gardes tout le temps les mêmes, ou est-ce que tu fais chaque photo séparément, tu restes devant pour voir combien de temps il faut? Sur le noir et blanc, en vrai, je prends souvent des temps qui prennent une photo assez sombre. Mais en fait, pour chaque photo, il faut que tu testes le temps, en fait. Tu les fais une barre, ouais. En fait, tu peux pas avoir un process que tu répètes, toi, pour tes photos. Ouais, parce qu'en gros, dans un labo, quand j'ai fait une session, tu vas pas prendre directement le gros papier pour sortir la photo. Tu vas faire plein de petits bouts essais, voir quel est le meilleur temps, et en fait, ça va faire des petites bandes pour savoir quelle seconde je veux. Et quand tu choisis, bah là, bon, okay. La prof, elle te dit, vas-y, go, fais-la sur grande photo. Mais moi, après, dans la couleur noir et blanc, c'est pas la même chose. Parce que le noir et blanc, c'est des produits froids. Alors sur la couleur, il faut avoir différentes températures, tout ça. Mais sachez qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est plus tout fait comme ça. Aujourd'hui, les gens ont des machines énormes et tout se fait traitement en scan en même temps. Donc, rien à voir aujourd'hui. Et du coup, pas de temps sinon. Ouais. Comment tu fais pour les numériser après et les avoir sur ton c'était ma question aussi, la numérisation. Moi, j'ai un scan chez moi. J'ai acheté un scan il y a 1 an. C'est le pire achat que j'ai fait de ma vie, je crois. J'étais pas du tout patient, je suis pas un gars très patient. Et je me dis, ouais, je veux un scan. Je me suis acheté le pire scan. J'ai fait un scan Kodak. Ne l'achetez pas, il est nul. T'as la ref au moins pour pas l'acheter? Il y a un seul truc Kodak à Fnac. J'ai payé 150 € et franchement, il fait des. Mais en fait, du coup, après, t'as ton pellicule. Donc, quand tu mets la pellicule dans le tonneau en chambre noire, t'as le négatif. Et du coup, moi, j'ai un petit scan où je mets mes négatifs et hop, je screen et après, hop, USB, ça va sur mon téléphone, tout ça. Mais sinon, en fait, en moyenne, ça coûte cher. Faut savoir qu'aujourd'hui, tu vas dans un labo, c'est 12 € le scan. Okay. Et c'est à peu près 15-16 € en physique. Les photos, on se revient facilement à plus de 30 €. Du coup, moi, je fais que des scans. Donc, du coup, je récupère le négatif, une clé USB avec les photos que je mets sur l'ordinateur et après sur mon téléphone. Et quand j'aurai de l'argent, je pense que je reprendrai toutes mes anciennes photos que j'ai pas mis en tirage physique et je les ferai, tu vois. Ok. C'était une question qu'on avait reçue sur Instagram. Justement, tu parlais de la mode un peu de l'argentique qui revient aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif? Quel est ton avis vis-à-vis de cette mode qui émerge, quoi? Qui réémerge? D'un côté, ça t'arrange pas pour les prix, non, déjà? Ouais. Déjà, il y a l'effet prix, là c'est dur, hein. Franchement, moi, quand je commence l'argentique, je paye ma pellicule. J'utilise souvent les mêmes pellicules. ISO 400 Ultramax, je vous la conseille, c'est de la folie. Et elle coûtait à l'époque 5,90. Aujourd'hui, elle coûte 11,90. Ouais. Donc c'était il y a 3 ans, donc vraiment ça fait une grosse balle. Donc il y a le délire aussi que Aspal ne produit plus d'aluminium, mais il y a aussi une demande qui a augmenté. Mais tout le monde, comme je disais, tout le monde a un petit jetable maintenant dans son sac en soirée. D'un côté, c'est vrai que quand on a une passion et que tout le monde s'y met, t'es pas dégoûté non plus, mais tu dis c'est un peu relou parce que t'aurais pu te démarquer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je peux non plus commencer j'aurais pu aussi commencer plus tôt. Mais en fait, d'un côté, je trouve ça cool parce que de plus en plus de potes à moi commencent à prendre des photos. Et en vrai, ils me demandent des conseils, ça c'est cool. Du coup, on a d'autres discussions de foot ou de potes, on parle de photos. Donc franchement, je vais pas cracher dessus parce qu'en vrai, c'est ouvert à tout le monde, c'est cool. Et puis je me dis, c'est une mode. Je me dis, ça va pas durer, tu vois. Genre, les gens devant moi, ils en auront marre. Et moi, c'est ma passion, donc moi, je vais y rester dessus. Et au bout d'un moment, si les gens n'auront plus d'argent aussi. Ils se mettent à fond. Après, tu vois, il y a une différence entre, je pense, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a
on prend tellement de photos avec de nos iPhones que d'avoir le petit jeu tape pendant les vacances, pendant les soirées. D'un côté, je trouve ça cool, tu vois. Ça change genre, aussi le. C'est pas le même état d'esprit, ouais, c'est ça. Faut Ouais, vraiment et puis- réfléchir. Ouais, et puis même ouais. d'un côté, tu vois, maintenant, sur Instagram, je trouve les photos sont de plus en plus jolies, tu vois, donc c'est cool aussi, tu vois. En vrai, je pense pas qu'il y a énormément de gens qui se disent en mode je vais faire ça de ma vie ou quoi, c'est en mode vraiment pour le petit délire, puis c'est la mode, ça plaît, non. Par contre, ce qui m'énerve un peu, de plus en plus, c'est que de plus en plus dans les gros pubs de mode, tout ça, de plus en plus, tu vois, le délire argentique, même les pubs Insta, tout un peu en mode vintage, tu vois, souvent l'appareil argentique. Bon, c'est un peu dommage que tout ce qui est mode, C'est tout ce qui dommage est parce que ça capitalisme devient. s'imprègne. Tu trouves ça dommage parce que ça devient mainstream? Ouais. Ça dénature un peu l'originalité. Ouais, c'est dommage. Après, tant mieux pour Kodak, hein. Ils étaient au bord de la faillite, il y a moins de 10 ans, tant mieux pour eux, hein. C'est peut-être eux qui ont manigancé ce. Ouais. Non, mais en vrai, après, je comprends cet engouement parce qu'on est vraiment, je pense, une génération de plus en plus. Bah, ça dépend. Moi, ce que je ressens en ce moment, c'est qu'on commence à avoir une importance un peu de plus en plus avec le physique, quand même. Comme on parlait tout à l'heure avec le vinyle, de plus en plus, je rencontre des jeunes. Ah oui, ok, je pensais le physique, genre. Par exemple, Quentin, Ouais, t'as c'est ça des qui avance. vinyles, le délire avec la photo, t'as aussi là, récemment, avec le gros coup de buzz d'Orelsan, là, Ouais, avec Squeezie, tu vois. Mais pareil, il y a eu Squeezie juste avant. Voilà, avec, ça commence à revenir un peu, ouais. tu vois. Genre, on va te direct dit la jeunesse, c'est immatériel, non, j'y crois pas. Il y a un côté Bof, hein. rétro qui revient Il y a un un peu. côté rétro ouais. à fond en ce moment qui revient. On en parlera peut-être plus tard de tout ça. Ouais, maintenant on va parler un petit peu de vos projets passés et futurs. Vous avez voilà, une approche différente aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter certains projets, comment ils sont nés en vous, comment vous avez fait pour les réaliser justement? Robin, par exemple, tu nous parlais de tes vidéos, de tes 50 vidéos en 52 semaines. Ouais. Comment un projet va naître chez toi et comment tu vas te donner les moyens de le réaliser? C'est grâce au prod, ça. Ouais, grave. J'ai réfléchi à d'autres projets, mais j'en ai pas trouvé. Mais en fait, c'était pas prévu à la base. En fait, en gros, dans le cursus de tous les IEP, des instituts d'études politiques, il y a 1 an, on doit partir à l'étranger, mais je pense que c'est pareil pour d'autres écoles. Juste, je connais pas. Je pense école de commerce doit être pareil. Et je savais que je devais partir pendant 1 an, mais je me suis jamais dit je vais faire des vidéos pendant 1 an. Et en gros, il y a eu plein de problèmes avec le Covid et tout. Je suis pas parti là où je devais aller à la base. J'ai quand même fini à New York, qui était la ville de mes rêves, à faire le stage de mes rêves en coordinateur à seulement un seul stage. Donc vraiment, c'était un truc exceptionnel. Et je suis arrivé à New York et je vais reparler encore une fois de Casey Neistat. Désolé, mais allez regarder ses vidéos. Ça a peut-être un peu vieilli, mais vraiment, c'est le mec a révolutionné YouTube à son époque. Et en fait, j'ai grandi avec ces vlogs qui se passaient à New York. Et pareil, j'ai grandi avec les films de Woody Allen qui se passaient à New York. J'ai vraiment un rapport très fort à New York au niveau de l'audiovisuel, même personnellement, mais surtout au niveau de l'audiovisuel. Quand je suis arrivé dans la ville, je me suis dit, bon, je fais au moins une vidéo pour... je voulais faire une vidéo déjà pour dire que je partais pendant 1 an à l'étranger, parce que c'était un truc un peu stylé. Et quand je suis arrivé dans la ville, je me suis dit, je fais au moins une vidéo à New York pour montrer ce que ça fait, de vivre son rêve. J'ai filmé ma première journée à New York, là où je me suis fait tatouer. Je suis allé devant le bureau de Casey Neistat. J'ai goûté des burgers sur lesquels je fantasmais depuis des années. Et, Meilleur épisode d'ailleurs. mec, c'est celui-là, quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, je suis pas si à l'aise que ça, en fait. Mais, ouais, mais après, avec le temps, je trouve que ça va mieux quand même. Mais j'ai fait la première et je me suis dit, en fait, je l'ai posté. J'ai eu plein de retours positifs et je me suis dit, en fait, j'ai qu'à faire ça toutes les semaines. je me suis pas imposé le truc au début. Je pense que ça a mis 2-3 vidéos et après je me suis dit, allez, let's go. Je vais faire une vidéo par semaine. Ah ouais? Je crois que je le dis dans du coup, ok, en fait, j'ai fait la vidéo de départ. J'ai fait une vidéo parce que j'étais en 14e. Du coup, juste, je parlais un peu de la 14e. Et c'est la première vidéo que je fais en sortant à New York où là, je me dis, ok, c'est la 3e. Du coup, je vais faire une vidéo par semaine et je vais m'y tenir le plus longtemps possible. J'ai fait tout New York, je suis arrivé à Milan, c'était hyper dur, grosse dépression, post-New York et tout, parce que j'ai découvert Milan, j'aimais pas du tout la ville. Après, je suis parti à Milan, j'avais juste vu une photo du Duomo et je me suis dit, vas-y, c'est là où je vais aller, c'est sûr. En fait, pas du tout. Et après, quand je suis rentré en France, pareil, c'était difficile, je me disais sur quoi je vais vlogger et tout. Après, j'allais repas bien, on va dire, dans ma vie. Je suis parti vivre 3 semaines en Grèce tout seul. Donc pareil, ça aussi, je l'ai filmé. Et quand je suis rentré à Toulouse, quand j'ai recommencé des études, je me suis dit, ok, bon là, je suis à Toulouse, une ville qui m'inspire pas de ouf, désolé les Toulousains, mais en tout cas je vais faire une pause et j'ai quand même réussi à faire 50 sur 52. C'était pas prévu à la base et en fait en gros quand tu démarres, déjà t'as la fierté de le faire, te dire ok c'est un objectif, c'est mon nouveau défi, je veux m'y tenir au maximum et après plus le temps passe, plus il y a un peu cette notion d'obligation avec des grosses guillemets qui arrive. En gros, quand t'as fait déjà 4 mois de vidéos, t'avais déjà fait 16 vidéos, puis 20, puis 25, puis 30, puis 40, tu dis,
je peux pas arrêter maintenant. Il faut que j'aille encore plus loin, il faut que je continue. Je vais trouver un truc. Peut-être que celle-là, elle sera un peu moins bien, mais ça ira. Et aussi, le fait de poster régulièrement, ça aide vachement au niveau des algorithmes. Je m'en suis rendu compte, mais la chaîne, elle a pas explosé parce que j'ai que 2500 abonnés bientôt. Mais j'ai fait des centaines je crois que j'ai fait 150 000 vues à peu près l'année dernière. Et pareil, j'avais des abonnés qui grimpaient, je recevais plein de messages. En fait, la communauté grandissait vraiment très vite par rapport à ce que j'avais pu voir avant. Et tout ça, en fait, ça te conforte. Les messages des gens, l'obligation qui te vient de dire je peux pas arrêter maintenant, faut que je continue. Et en même temps, l'envie et la fierté que ça te donne, là surtout, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais quand je reviens sur ma chaîne et que je me dis putain, j'ai fait tout ça, j'ai des vidéos qui sont à 20 000 vues pour Nap, des trucs comme ça, je me dis en fait ça va, je suis fier. Pendant une année, j'ai travaillé comme un malade pendant mon stage, mais j'ai quand même trouvé le temps de faire des vidéos. J'ai déménagé 3 fois, je suis parti en Grèce et pourtant j'ai toujours trouvé le temps de faire des vidéos. Et je sais pas, c'est un moment un peu déterminant, je pense, dans ma carrière parce que j'ai jamais autant produit de vidéos aussi rapidement. Et ouais, je pense que vraiment j'ai développé des compétences, surtout en rapidité, mais aussi en storytelling et tout, que j'aurais jamais pu développer sans faire une vidéo par semaine pendant 1 an. Ok. Mais C'est ça mon vrai projet, je crois. Moi, quand j'ai découvert tes vidéos de New York, j'avais l'impression que tu avais fait un master plan, genre, pour les faire, genre. Là, tu me dis, en fait, t'as pas prévu le truc, genre, en mode, c'est authentique, t'as pas prévu de tourner autant à New York. Ouais. Moi, je te jure, j'ai l'impression que le truc se suit bien et tout, genre, c'est bien réfléchi, genre, je sais pas, tu vois. Genre. Il y avait quelques vidéos. En fait, à chaque fois, du coup, au bout d'un moment, je me disais, ok, ça serait bien que je fasse ça, tout ça pourrait rendre bien en vidéo, et j'ai aussi envie de le faire. J'ai toujours fait des trucs par envie, on va dire. Mais après, tous les vlogs, c'est de l'impro. Ah ouais? En fait, quand tu parles de marche, Rien? j'écris rien, sauf pour les vidéos avec des voix off. Mais Okay. sinon, pas du tout. En gros, c'est un truc qu'on appelle le guérilla. Okay. Genre, en gros, tu te bats un peu sur le terrain pour faire une vidéo. C'est un peu le principe du vlog et c'est pour ça que ça aide vachement au niveau des compétences et du storytelling. C'est que tu pars dans ta journée, limite, tu prévois une activité, tu prévois rien d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, tu te lèves, t'es en mode, tiens, c'est marrant si je faisais plein de transitions de cette manière pour cette vidéo, ou tiens, je vais dire cette phrase, je vais la dire plusieurs fois dans le vlog, puisque narrativement, ça fera des rappels et tout. Mais en gros, c'est que de l'impro et tu filmes au maximum tout ce que tu peux dans la journée. C'est pour ça que la ville aussi, ça aide. Et après, tu te démerdes au montage pour raconter la meilleure histoire possible ou l'histoire qui paraît, la plus agréable à regarder et à écouter. C'est pas forcément chronologique. Des fois, tu fais des bons temporels, des trucs comme ça. Mais c'est toujours que de l'impro, à la fois sur le tournage et aussi sur le montage. C'est rare que quand j'arrive devant mon ordi, je suis en mode ok, je vais raconter ça comme ça, comme ça, comme ça. Déjà parce que des fois, par rapport à ce que j'ai tourné, ce que j'avais prévu, ça passe pas du tout. Et aussi parce que, avec tout le matériel que t'as, en fait, c'est comme une statue. En gros, genre au début, tu démarres, t'as le bloc de marbre, et il faut que t'enlèves tout ce qui va pas. Et vraiment, tu le fais un peu au fil du truc, quoi. Genre, tu dis pas, je vais faire le bras comme ça. C'est genre, tu donnes peut-être un coup de pilon et t'es en mode, ok, ça rend pas bien, faut que je change mon plan et tout. Mais il y a vachement d'impro dans les vlogs et c'est pour ça que c'est hyper intéressant niveau créativité et niveau développement de compétences. Et c'est pour ça que ça m'a autant apporté de faire autant de vlogs en si peu de temps. Ok. Merci pour ta réponse bien détaillée. Je pense que ça inspirera aussi des gens qui veulent se lancer là-dedans, mais on en reparlera en fin d'épisode. Vraiment, lancez-vous. Le plus dur, c'est le début, mais après, ça viendra. On passera à la partie. Et toi, Louis, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as travaillé que tu voudrais détailler comment tu l'as abordé, quelles ont été tes problématiques, comment tu l'as résolu et tout ça? Déjà, première fois où on m'a proposé un projet, c'était pas vraiment prévu, mais en gros, ça faisait 6 mois que je fais de l'argentique. Et j'ai des potes à moi, dont une pote qui s'appelle Yona Marc, qui est photo argentique, qui m'a un peu initié aussi, d'ailleurs big up à elle. Et on avait une exposition qui s'appelait L'art d'être libre avec un gars qui s'appelle Simon Safar. Et il m'avait contacté pour que je fasse de la com d'abord. Donc, parce que je travaillais pour le journal Mag, on a bossé ensemble, Corentin. Du coup, je fais, vas-y, let's go, je t'aide pour la com et tout, ça me fait plaisir, tout ça, dans un projet, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il savait pas que je faisais de la photo, à cette époque-là, j'avais pas mon compte LocusView, tout ça, donc, il y a un jour, on fait un petit apéro chez moi, puis il fait des photos de moi que j'avais accrochées avec mes jetables. Il me dit, mais fais de la photo. Je fais, bah ouais, je fais de la photo et tout, c'est un petit kiff, une petite passion. Et du coup, il m'a invité à exposer quelques photos à son exposition qui s'appelait L'art d'être libre, qui rejoignait le délire de la musique, du lighting, de la mode. Donc c'était super intéressant comme projet. Il m'a invité à exposer à peu près 3 photos. Et du coup, j'avais eu l'idée de faire 3 montages photos, on va dire, une grande page blanche avec plusieurs photos. Malheureusement, il y a eu le Covid, du coup, l'exposition a été annulée. Et du coup, 1 an après, je te trouve un peu bloqué. J'ai commencé vraiment à faire beaucoup de photos. J'étais beaucoup à Lille avec ma pote, du coup, Yona Marc, qui fait de la photo. Et je lui ai dit un jour, il faut qu'on fasse un projet. Il faut que je quitte Lille et qu'on fasse, c'était ma dernière année à Lille. Il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble. Puis c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée sur Lille qui m'a apporté beaucoup. Enfin, il y a vraiment une relation très importante pour moi.
Et du coup, on s'est dit, let's go. Et je lui dis, bah, viens, on fait un truc tout con. On va trouver une idée pour lutter un peu contre les restrictions faites à la culture. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va utiliser la rue. Hein. On va l'appeler comment? Bah, écoute, la rue ou rien. Et on s'est dit, bon, bah, on va pas juste afficher des photos avec ça. Viens, on réfléchit vraiment à un petit truc, un petit message. Du coup, elle me dit, bah, viens, on fait une petite affiche, on explique une démarche, voilà, artiste, nan. Donc, on fait une petite affiche. Puis je lui dis, il faut vraiment qu'on fasse un truc cool. Viens, on prend des photos donc dans l'île. Et après, chaque photo, on l'affiche à l'endroit où on l'a prise. Donc, par exemple, si je prends une petite rue en photo, et bah, le but, c'est d'afficher la photo là où elle était prise. Du coup, on se lance, on fait une petite mise en page, là où rien, un petit cadre, tout ça. Et je dis, ce qui serait encore plus cool, ce serait d'avoir un QR code pour que les gens, scannent le QR code et retrouvent les affiches dans l'île. Du coup, on s'est dit, vas-y, let's go. Du coup, on a fait des affiches, on explique une démarche avec la map et le QR code. On affiche ça un peu partout, c'était en avril dernier. Et vraiment, on n'avait pas trop d'argent, donc on a pris vraiment des papiers, même pour imprimer un contrat de mariage, c'est la même chose, genre. Il n'y avait pas de papier photo, ni plastifié, vraiment rien à foutre de la pluie. On s'est un peu démerdé pour avoir un petit rebord de fenêtre pour pas qu'il y ait trop de pluie. Et franchement, trop cool. J'ai déjà voir ça. Déjà, on a eu plein de retours. On a fait un petit coup de com en mode faites ci, faites ça. Ok. Plein de partages, franchement, et des messages encore que je reçois aujourd'hui. Donc il y a encore des affiches, ça veut dire. C'était il y a 2 mois un gars qui m'a envoyé la photo de l'affiche. Il me dit franchement grave cool ton projet, tout ça. Et c'est un mec d'ailleurs, on va avoir un projet ensemble bientôt parce qu'on parle sur Instagram grâce à ce projet-là, donc c'est super cool. Ok. Mais c'est grave cool parce qu'en plus, t'as un impact genre sur l'urbanisme et sur la ville. De faire ça, je trouve ça hyper kiffant de lier les deux, de t'inspirer de l'urbain et en même temps de l'influencer après. Et ces 2-là, j'ai fait mon interview, la rue ou rien. Le média est venu m'interviewer parce qu'il a trouvé mon projet cool et tout. Et franchement, des bons retours. Et puis même, genre, je suis allé en cours et je voyais photos de moi, tu vois. C'est incroyable, en vrai, trop cool. Et très bon projet, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a marre, elle fait que du noir et blanc. Et moi, que de la couleur. Du coup, il y avait ce délire. Et puis, on n'a pas toute la même vision de la photo. Du coup, franchement, les photos étaient vraiment cool. Franchement, c'était une belle exposition. Et alors, petite anecdote, mais il y en a marre, j'ai fait un an de prépa à Bordeaux et c'était ma meilleure pote en prépa. Voilà. Avant même qu'on se rencontre avec Lucas. Ouais. Le monde est vraiment trop petit. Exactement. Du coup, très bien pour ces projets-là que vous avez déjà menés. Maintenant, on va parler du futur. Robin, tu disais, tu arrives aux alentours des 2500 abonnés sur YouTube. Louis, toi, tu es quasiment à 800 sur Insta. Yes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme objectif, déjà dans un premier temps à moyen terme, et se mettre à parler à long terme aussi? Quels sont ces objectifs-là pour vous? Moi, je pense que mon objectif déjà, c'est revenir à New York, mais ça, c'est vraiment le truc qui guide ma vie, parce que j'attends que ça. Mais après, niveau audiovisuel, j'aimerais bien refaire un court-métrage. Ça fait 2 ans que j'en ai pas fait, parce que l'année dernière, il y avait le Covid. En fait, j'étais à New York aussi, tout seul. Mais ouais, c'est un truc qui me plaît parce que j'en ai fait que 2 pour l'instant, dont un où j'ai juste été réalisateur, l'autre j'ai été, on va dire, co-auteur, réalisateur, monteur, enfin j'ai tout fait en gros, un peu tout seul avec les 2 acteurs, et c'était vraiment une super aventure et je suis vraiment content du résultat. D'ailleurs, il avait gagné le festival, pourquoi, j'arrive pas à formuler ma phrase, mais en gros je l'avais fait pour un festival et il a gagné ce festival. C'est beaucoup plus simple comme ça. Mais du coup, ça aussi, c'était un peu ma fierté avant toutes ces vidéos. Reconnaissance déjà, voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est un truc que j'ai raté, je trouvais ça dommage. Il y a eu 2 diffusions de ce court-métrage qui s'appelle Amour Clos sur ma chaîne pub, Robin Hood. Allez vous abonner. En gros, il y a eu 2 projections. Il y en a eu la première, j'étais hyper stressé et tout, parce que là, c'est un truc qui est un peu spécial de le présenter face à des gens parce que t'as les réactions en direct. C'est pas comme YouTube où tu la postes et si quelqu'un aime pas, il passe à autre chose et tout. Là, il y avait vraiment, si ça se passait mal, je le voyais et je m'en rendais compte. Je reçois le prix après, hyper content, et je pars avec mes amis pour fêter ça. Et en fait, il y avait une 2e projection et là, j'ai reçu des messages de potes, genre une dizaine, qui me disent Robin, t'as raté un truc de ouf. Il y a genre un tiers de la salle qui a pleuré quand on a rallumé la lumière. Et le court-métrage fait 7 minutes et je suis en mode c'est exceptionnel. Et ça fait puissant, c'est vrai. Et ça me fait penser à cette phrase de Xavier Dolan: l'émotion est une aventure qui voyage parfois mal jusqu'aux autres, mais elle finit toujours par arriver à destination. Et je suis en putain, c'est vrai quoi. Genre si en 7 minutes t'arrives à toucher les gens avec une histoire d'amour qui se finit et à les faire pleurer, genre une représentation extérieure, d'émotion. C'était un truc vraiment. Donc vraiment le court-métrage, c'est un truc qui me tente. Il faudrait que je trouve l'idée et j'ai envie de bien faire les choses. J'aime bien quand tout est un peu parfait. Je préfère caster genre des bons acteurs quitte à mettre 4 mois pour les caster ou quelque chose, écrire un scénario un peu béton. J'ai acheté une nouvelle caméra que j'utilise très peu aussi. J'ai vraiment envie de faire un truc propre quitte à le présenter en festival, même si j'y connais pas grand-chose en production et comment ça se passe. Mais ouais, c'est très hypothétique comme projet encore. Il faut en avoir de toute façon. Et après, là, je reprends les vidéos sur YouTube aussi. Ça fait 4 mois que j'en ai pas fait, de vlog. J'aimerais bien reprendre de manière un peu plus irrégulière
Et sinon, j'ai un autre projet de voyage, de vidéo de voyage avec ma meilleure pote Romane. Je sais pas si ça aboutira parce que j'ai quand même pas assez d'abonnés, je pense. Mais ce serait en gros faire des vlogs de voyage, mais avec des offices du tourisme pour avoir accès à certains trucs et pour voyager et surtout faire des vidéos pour partager des lieux, des histoires, des trucs comme ça. Donc un peu plein de trucs, mais c'est que du moyen terme, du coup tout ça. Oui, t'as le temps de voir aussi comment ça évolue, comment ça. Ouais. D'ici là, t'auras les retours de ça aussi, ça peut-être Oui, t'ouvrir oui, la porte. Oui, et t'évolues avec les vidéos. Louis, de ton côté? Moi de mon côté, au long terme, comme tu dis Corentin, j'attends qu'on m'ouvre des portes, qu'il y ait un peu d'abonnés, parce que quand il y a un peu d'abonnés, on a plus de crédibilité, de notoriété, donc plus de projets. Abonnez-vous à Locusview sur Instagram. Merci Rabat. On vous mettra tout. Du coup, c'est l'idée. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de créer des projets en groupe. J'ai besoin de ça. Je pense, comme beaucoup de gens qui font de l'art, on a besoin d'avoir un recul, d'avoir un point de vue extérieur. Et moi, j'adore avoir les idées des autres et les mélanger avec les miennes. J'ai encore plus d'idées. Et du coup, en arrivant à Toulouse, mon objectif, c'était vraiment de trouver des gens, avoir des projets avec eux autour de la photo. Malheureusement, j'en avais pas assez trouvé, mais du coup, je me suis rendu compte que c'était aussi une année où j'allais pouvoir me concentrer aussi sur moi et me lancer aussi sur des projets perso. Du coup, là, je lance mon prochain projet, normalement, si tout se passe bien, fin janvier, début février, avec un teaser fait par Robin. Ah oui, incroyable. c'est vrai. Et donc l'idée du projet, c'est de représenter, de partager sur ma page Instagram, donc Locusio, des jeunes qui ont des projets. Donc il y a un photographe, il y a un gars qui mixe sur le vinyle, il y a Robin d'ailleurs du coup, qui fait de la vidéo, il y a une marque de vêtements, et du coup j'ai un rappeur aussi. Et du coup, je les ai rencontrés un peu soit dans leur mood d'inspiration. Par exemple, j'ai un pote, il a un studio, du coup je l'ai rencontré là-bas, on fait des photos là-bas. Et le but, c'est simplement de partager le shoot qu'on a fait et des petits textes en dessous de chaque photo où je parle à la première personne pour un peu connaître un peu leur inspiration, leur monde, leur univers. C'est vraiment un délire inspiration et les partager. Et je voulais vraiment mélanger, on va dire, ce côté un peu interview et image que j'ai déjà fait sur ma page. Je trouve ça plutôt intéressant aujourd'hui parce que en vrai, la photo, ça reste très restreint dans ce qu'on veut dire parce que tout est une question de perception des gens quand ils voient une photo. Mais aussi, j'aime bien aussi donner on va dire, mon avis. En fait, ce que j'aime bien, c'est prendre des gens en photo et qu'ils aient des proches derrière et qu'ils les racontent, connaître un peu leur univers. Donc, c'est le but du projet. Et là, le deuxième projet qui vient de naître et qui va, j'espère, donner naissance, c'est le projet que je vais afficher les photos dans Toulouse. Là, c'est le prochain projet. Je n'ai pas encore trouvé le nom, j'ai un peu trouvé la mise en page, mais je vais afficher plein de photos en A4, principalement de noir et blanc et de la ville de Toulouse. Je vais en afficher, je pense, partout dans la ville. À voir encore ce que je fais. C'est un peu en mode réflexion en ce moment. Et troisième projet, normalement, là, on a changé nos locaux à Sciences Po. On a atteint des très très beaux locaux manufacture, un peu industriels, refait à neuf, vraiment très très cool. Un peu comme à Lille, tu vois. Genre, j'aime beaucoup les locaux. Ouais. J'adore les nouveaux locaux de Sciences Po. Et j'ai proposé du coup à l'administration qu'on affiche, qu'on décore un peu ces locaux avec des photos. Du coup, normalement, je devrais voir afficher mes photos. On va tous les deux faire des trucs avec Sciences Po, mec, c'est plutôt assez cool comme projet, mais j'aimerais bien avoir des projets, des collectifs, tout ça, mais j'ai le temps, j'attends, tranquillement. En tout cas, t'as quand même une bonne perspective, quoi. T'es pas perdu, je veux dire, t'as quand même Ouais, j'ai une perspective, puis vraiment, quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai pas pris de photos. Franchement, j'arrivais pas. J'avais déjà toutes mes photos à faire imprimer des vacances, tout ça. J'étais très, 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 très nostalgique de Lille. Franchement, j'ai eu du mal à vraiment oublier cette ville, hein. Même si c'est pas New York, hein. Mais en fait, on était pareil. On est Ouais, arrivé dans le même état d'esprit. en fait, vraiment, c'est avoir ce confort avec ses potes pendant 3 ans, des potes un peu créatifs, rencontrer des gens, c'était vraiment intéressant. Et à Toulouse, moi, à Sciences Po, je pensais vraiment rencontrer d'autres gens intéressés par la culture et l'art et pas du tout. Ils sont juste intéressés par la politique, hein, désolé, mais c'est un peu ça, quoi. Sinon, moi, je suis là, mais... Non, mais vraiment, à part Robin, que j'ai rencontré, et après, je suis comme là, sous photo, tout ça. Robin, franchement, c'est trop cool, parce que toi, t'as le délire de la vidéo. Mais à Sciences Po, quand j'ai essayé d'envoyer des messages sur le groupe de promo, créer un collectif, faire des podcasts, faire des photos, faire un peu de tout. Enfin, et j'ai pas trouvé assez de gens motivés, donc dommage, c'est comme ça. Comme ça, moi, je me concentrais sur moi, donc franchement, c'est cool. Oui, ça arrivera peut-être plus tard après. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai fait plein de projets trop cool ces dernières années, et maintenant, j'ai du temps pour moi, donc c'est cool. Ok. Du coup, vous êtes deux personnages avec chacun votre communauté. Donc, on va parler un petit peu de ça maintenant. Donc l'effet que ça peut avoir sur vous et comment vous gérez ça. Donc la première chose, ça va être comment vous gérez les feedbacks de par exemple toi Robin sur tes abonnés, ça va être via les commentaires YouTube, j'imagine.
Pas mal, ouais. Comment tu intègres ça? Comment est-ce que ça modifie ta réflexion? Alors, il y a pas mal de commentaires YouTube, mais il y a aussi, le truc, c'est que les commentaires YouTube, en fait, c'est public. Et en gros, il y a pas mal de gens aussi qui viennent m'envoyer des messages privés sur Insta, justement, parce que c'est des trucs peut-être un peu plus perso ou des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment les deux. Et il y a même par moments où je reçois plus de messages privés sur Insta que de commentaires sur YouTube. En gros, j'ai la chance d'avoir une petite communauté, mais qui est vraiment bienveillante, dans le sens où j'ai rarement eu des commentaires méchants. Et en plus, en général, quand ils sont publiés, je sais pas si c'est le gars qui le supprime après, ou si c'est YouTube qui fait une censure directe. Je pense à tout péter, j'ai dû recevoir 3 commentaires pas sympas. Mais après, j'ai vraiment des gens très bienveillants. Et au contraire, je pense que ça te pousse un peu, dans le sens où quand tu reçois des commentaires un peu cool, quand c'est des gens que tu connais, ça a un peu moins de valeur que des inconnus, parce que tu dis, ok, c'est parce que la personne me connaît et tout. Mais des fois, il y a des inconnus, des gens vraiment ils habitent même des fois dans d'autres pays, ils t'envoient un message pour dire, j'ai regardé tes vidéos et tout, ça me donne vachement d'inspiration. Moi aussi, je veux partir à New York, moi aussi, je veux faire un stage aux Nations Unies, des trucs comme ça. Et ça t'aide, ça te booste un peu, et j'aime bien prendre le temps de répondre parce que je pense que tout le monde peut avoir sa chance un peu. Il y en a qui, genre, ils se posent des questions et tout. Ils sont, ben, je fais telle étude, j'aimerais faire ça et tout. J'ai pas non plus plein d'expérience, mais comme j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce milieu-là, j'ai pu leur poser des questions. J'aime bien partager en fait la connaissance. C'est vraiment ça en fait. Enfin, pour moi, ma chaîne, c'est vraiment du partage de lieux, d'émotions, de petits tips et tout. Et j'ai fait une vidéo du coup sur mon stage et je pense que j'ai reçu des dizaines de messages de gens justement qui étaient intéressés. Et je fais un peu de coaching. Là, par exemple, les 2 prochaines personnes qui rentrent et qui commencent, je crois, juste maintenant le stage au service où j'étais, en fait, je les ai coachés. J'ai coaché 3 personnes, et ben il y en a 2 sur les 3 qui ont été prises, et du coup, un peu de fierté pour ça. Mais aussi un autre pan, on va dire, des feedbacks. J'ai fait 2 vidéos qui étaient un peu importantes pour moi. C'est les 2 vidéos les plus dures que j'ai eu à sortir. C'était Je suis pas heureux et J'ai vécu. J'ai vécu, c'est la vidéo sur laquelle je reviens sur toute mon année. Du coup, mes 50 vidéos, le fait d'avoir vécu à New York, à Milan, en Grèce. C'est, c'est vraiment mon bébé. Je pense que c'est la vidéo dont je suis le plus fier. En narration, c'était très difficile. Elle était dure à monter émotionnellement et narrativement aussi. Enfin, c'était vraiment, j'ai passé, je crois, 4 à 6 semaines de montage, un truc comme ça. Et l'autre, c'est Je suis pas heureux. En gros, quand je suis rentré de New York et que je suis parti à Milan, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'adapter parce que New York me manquait terriblement et parce que je savais pas trop ce que j'avais à faire à Milan. Je trouvais vraiment pas ma place. Et ça faisait partie du défi. C'était vraiment communiquer sur tout ce que ça faisait de partir 1 an à l'étranger. Et il y a aussi des moments de down. Et j'ai mis longtemps, je pense, j'ai mis à peu près 6 semaines avant à en parler. J'ai fait 6 vidéos avant de la sortir. Et quand je l'ai sortie, je suis en mode, ok, je suis vraiment en train de sortir une vidéo où je suis en mode, je suis pas heureux, je vais mal dans ma vie, et je le dis à tout le monde sur YouTube parce que n'importe qui peut tomber dessus. Ça me faisait un peu flipper, et ben en fait le fait de la sortir, déjà ça te libère d'un poids, parce que quand on est triste en général, on a tendance à se renfermer sur soi-même, parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime à être triste, tout ça. D'ailleurs, on m'a parlé d'un proverbe belge que j'aime beaucoup, que tu te noies dans 20 mètres d'eau ou dans 20 centimètres d'eau, tu te noies quand même. Du coup, il n'y a pas de tristesse illégitime. Et quand je l'ai sorti, j'ai jamais reçu autant de messages, à part peut-être avec J'ai vécu. Et vraiment, je pense que j'ai dû recevoir 200 à 250 messages, soit en commentaire, soit sur Insta, de gens qui étaient en mode Robin, t'inquiète pas, genre ça va aller, prends ton temps, ou genre je ressens exactement la même chose, je suis parti à telle ville, je me suis vraiment identifié dans ta vidéo. Et du coup, les feedbacks, ça a un truc vraiment important. Ça te pousse parce que si t'en as pas, je pense que tu sais pas trop pourquoi tu le fais. Et ça donne vraiment quelque chose de concret. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de tangible à quoi te raccrocher. Et enfin, les gens sont relativement bienveillants sur Internet, même si ça arrive qu'il y ait des rageux. Ouais. Quand t'as une petite communauté, je pense que les gens suivent beaucoup. Peut-être que si un jour j'ai 100 000 abonnés, là, j'aurai plus de commentaires méchants, mais pour l'instant, ça va. J'ai que de la bienveillance et ça m'aide vachement, et c'est un truc qui est vraiment valorisant tous les jours. Ok. Même personnellement. Belle réponse. Je vais rebondir sur ce que tu as dit là, sur le fait que plus je pense tu as d'abonnés, plus tu vas avoir des commentaires un peu nocifs. Et il y a un photographe que je suis depuis longtemps qui est une bonne référence en photo argentique en France, c'est Adréaline, qui a à peu près 30 000 abonnés. Et sur Twitter, il dit souvent, il y a de plus en plus, il y a des gens qui commencent à me détester. Et il le dit à la séance d'invisible, en fait, plus tu commences à avoir un peu de notoriété, crédibilité dans ce monde-là, et il y a plus de haters. Genre, c'est un peu dommage. Moi, de mon côté, ma communauté, je sais pas vraiment si j'ai vraiment encore une communauté. Ma première communauté, vraiment, ça reste mes potes proches qui m'ont souvent repartagé. Mais après, voilà, comme tu dis, voilà, quand tu reçois des messages d'inconnus, franchement, c'est incroyable.
Après moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, c'est un message vraiment qui m'avait touché, c'est des messages de photographes qui ont genre 4-5 000 abonnés, et qui m'envoient un DM et qui me disent « j'adore tes photos, c'est vraiment cool, mais comment tu fais ?» et tout. Et souvent, c'est des gars qui font du numérique. Ouais. Du coup, ils me posent des questions, ils sont mis à Argentine, du coup, je leur donne des conseils. C'est du partage aussi. Ouais, ça, c'est super intéressant. Et récemment, j'avais partagé la photo d'un gars qui avait été partagé par une page qui a plus de 300 000 abonnés. Et le gars était venu en privé, on avait pas mal échangé sur le processus de recevoir un message. C'est Laurent Tixader? Ouais, c'est ça, Ok. j'adore. Sur recevoir un message qui est beaucoup plus important, on se sent, tu ressens quelque chose dans ton corps, tu vois, genre C'est clair, quoi. une sensation, genre en mode le gars il t'envoie un petit message en mode ouais, j'aime bien tout ce que tu fais. Et en vrai, de plus en plus j'en reçois de messages de gens que je ne connais pas du tout, et aussi des personnes que j'ai sur Instagram que je connais pas au collège, au lycée, en primaire, qui ont envoyé des messages. Il y a une fille récemment envoyé une photo, m'a dit ça c'est mon fond d'écran depuis que tu l'as posté, tu vois, je suis ok, C'est génial. incroyable, tu vois, donc c'est cool. Après, moi vraiment je voudrais vraiment avoir une communauté, parce que j'ai vraiment plein d'idées avec le délire communauté. J'ai eu cette chance de faire des études en communication. Storytelling, c'est un truc, je suis passionné par le storytelling, et j'en fais déjà un peu, mais j'aimerais bien passer une cape, voilà, des abonnés pour faire peut-être plus de FAQ, faire des jeux concours. J'aimerais bien aussi, maintenant je suis devenu un grand fan de tout ce qui est les œuvres de photographes. J'aimerais bien, pourquoi pas, me lancer sur une petite critique ou des conseils sur les livres à lire de la photo, donc à voir. Mais tout dépend vraiment du nombre d'abonnés. Mais en tout cas, j'ai plein de projets pour ça. Et franchement, j'ai envie de faire vivre une communauté. Franchement, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et vu que j'ai plein d'exemples, comme Adrénaline, qui est vraiment franchement, il est très très fort, ce gars. Allez voir sur Instagram. Il fait des podcasts, il fait des vidéos YouTube, il parle de photos, il fait il montre comment il retouche ses photos, sur Photoshop, sur Lightroom. Et le mec a l'air super bienveillant, il est aussi un peu dans la mode, tout ça. Franchement, très intéressant, et il est vraiment dans l'esprit, dans une philosophie de pouvoir créer, atteindre des objectifs et partager avec les gens, donc ses photos. Donc c'est vraiment, je dirais même un mentor, franchement, c'est vraiment un gars, je kifferais le rencontrer, franchement. Et juste pour revenir une dernière fois, par rapport à ce que tu disais au début, j'ai reçu, ça fait partie des 3 commentaires, on va dire, négatifs que j'ai reçus. Je l'ai dit à ma meilleure amie Romane qui était avec moi à Milan, on la voit sur pas mal de vlogs en Italie, et je dis, il y a un mec qui m'a lancé un commentaire, genre pas ouf et tout, et elle me dit, c'est bien, ça veut dire que du coup, genre, tu grossis, si tu commences à avoir des commentaires négatifs, c'est que genre, tu prends de l'importance, et je dis, c'est vrai, et au final, les premiers, genre celui-là, genre, au début, ça m'embêtait quand elle m'a dit ça. Je suis finalement, je le savoure un peu parce que c'est un peu la rançon de la gloire. Et un autre truc sur les feedbacks, moi, ça m'influence aussi un peu dans le sens où sur Insta, c'est les j'aime. Sur YouTube, t'as aussi genre le côté vue et j'aime les vidéos. Des fois, quand il y a des vidéos qui marchent pas, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu t'attends à ce qu'elles marchent au moins normalement, voire un peu plus. Et il y en a qui marchent pas. Et ben, je trouve qu'il y a un peu de remise en question. Des fois, tu le prends un peu mal pour toi. Et c'est vrai, ok, genre pourquoi je l'ai pas fait. Et il y a le côté frustrant aussi où quand la vidéo, quand ton contenu n'a pas autant de retentissement que ce que t'attendais, des fois t'as pas forcément genre les commentaires qui vont avec en mode j'ai pas aimé à cause de ça ou j'ai pas regardé à cause de ça. Des fois c'est peut-être des logiques algorithmiques, je sais pas. Et il y a ce côté un peu frustrant de pas trop savoir pourquoi. Donc c'est toi qui dois chercher la réponse, mais sans avoir genre le côté du public, ce qui est vachement important. Et il y a ce côté un peu frustrant aussi. C'est pareil en photo, hein. Parce qu'en photo, moi, je vois, franchement, il y a des photos que j'adore, que je trouve super puissantes et que, enfin, je vais pas non plus me lancer des fleurs, mais je les verrais bien. Non plus, quoi. Ouais, musée, tu vois, mais c'est mieux que les autres. Ouais. Pour moi, elle me parle plus. Et, y a pas tant que ça de likes ou de commentaires, pas de retour. Et, mais j'ai passé ce passage à me dire, à me remettre en question en mode, pourquoi j'en aime pas. Alors, je me dis, avant tout, cette photo, je l'adore. Pour moi, elle a plein de messages. Pour moi, elle est incroyable, cette photo. Et je me dis simplement que les gens n'ont pas compris le sens, ou c'est moins leur délire. Mais après, c'est compliqué. Enfin, moi, j'arrive pas encore à savoir, des fois, je tape des 150 j'aime, parfois, j'en tape 50. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. Je ne comprends pas. Il y a des photos, je me dis, bah ouais, elle est cool, mais pourquoi autant de j'aime? Des photos, je me dis, mais elle est incroyable, celle-là, elle va marcher. Bah non. De toute façon, beaucoup d'artistes le disent, hein, que ce soit pour des films, pour des youtubeurs, pour des projets, pour des albums, ils disent toujours. Enfin, il y a des morceaux, on pensait ça allait cartonner, bah ça l'a pas. D'autres morceaux, on pensait pas, on l'a fait en même pas 1 heure, ça a cartonné, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté-là qui est cool avec tout ce qui est l'art, tu vois, genre on se met à fond sur un truc et on attend à avoir beaucoup de retours. Ou moi souvent je me dis ça sera la pellicule du siècle, tu vois, la meilleure pellicule. Et là non, elle est vierge, tu vois, genre attends, c'est pas arrivé, tu vois. Donc non, vraiment ça dépend vraiment de. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment de garder cet esprit que tu fais de la photo ou de la vidéo pour toi.
Tu fais un art avant tout pour toi. Et franchement, je pense qu'il y a des photos que je verrais bien chez moi, dans des salons, chez mes parents ou quoi, mais que je vois pas sur Instagram, par exemple, tu vois, genre. Puis après, le fait de beaucoup produire aussi, enfin, tu t'avances plus facilement. Enfin, genre, t'es pas en mode, mince, genre, enfin, tu sors une photo par an. Si ta photo, genre, elle marche pas, t'es en mode, ouais, mince, si t'en genre, 250 par an, t'es en mode, bon, bah, c'est pas celle-là, ce sera une autre. Ouais. On ressent justement quand vous parlez le côté, vous faites ça, voilà, le côté passion. Quand vous faites ça, quand vous faites vos photos, vos vidéos, est-ce que justement vous avez l'impression de travailler? Est-ce que c'est encore ce stade de passion parce que c'est encore amateur tout ça? Est-ce que voilà, pour vous c'est vraiment full passion? Vous ressentez le travail dedans ou voilà, vous faites ça naturellement, ça vient tout seul? Alors moi j'ai vachement de naturel, enfin c'est vraiment une passion, enfin dans le sens où je peux passer des nuits blanches de montage, je peux faire du 20h, 6h du mat à monter, je m'en rends pas compte, juste je lève l'heure, je suis putain il est 4h du table et tout, bon je finis ce que je fais et je finis à 6h et je vais me coucher, et vraiment je ressens pas ce truc. Par contre quand j'en parle, je le considère comme un travail, dans le sens où Tu me présentes comme un travail. c'est ça, je veux pas différencier genre le travail passion parce que genre le travail ça peut être une passion aussi. Et quand j'ai eu mon premier contrat, en fait c'est là où j'ai commencé à dire genre je travaille et du coup quand je vais monter ou quand je vais faire une vidéo, quand je parle à mes potes, je dis je vais travailler en fait parce que je le considère comme un travail dans le sens où je fais pas rien, genre c'est pas un temps vierge où il se passe rien, où je produis rien, mais comment dire, c'est pas un travail dans le sens laborieux, dans le sens dans le sens latin. dans le sens souffrance, ouais c'est ça, dans le sens latin. Ouais, exactement. Et du coup, comment dire, ça reste du travail, mais c'est un travail qui est vraiment agréable et je le considère pas comme une souffrance. Ok. La différence avec la vidéo, c'est que déjà, il y a beaucoup moins de post-prod. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à vouloir retoucher mes photos argentiques, puisque pour moi, l'argentique, c'est le côté assez authentique et que je voulais pas revenir, on va dire, dessus en post-prod. De plus en plus, je le fais maintenant en sous-petite photo où il faut améliorer la lumière, où je voudrais plus jouer sur les contrastes, tout sur noir et blanc, comme je le dis. Dans les labos, souvent, ils ne t'apportent pas vraiment le contraste que tu veux, du coup, je le retouche derrière. Et je vois pas ça comme un travail. Franchement, c'est un kiff de la journée. Après, bien sûr, là, en ce moment, je travaille sur un projet solo. C'est le premier projet, c'est assez lourd comme projet. Du coup, vraiment, j'ai essayé de faire un petit master plan pour m'organiser chaque jour, pour voir les photos, penser à faire. Enfin, ça commence de plus en plus à devenir, on va dire, un schéma un peu d'organisation, comme ça reste important. Mais quand je fais les photos tous les jours, vraiment, je veux pas ça dans mon travail, je vois vraiment ça comme une passion avant tout. Après, j'ai eu la chance donc de travailler un peu cet été, donc j'ai travaillé pour une rappeuse, pour Vicaire, où j'avais le rôle de Vicaire. De Vicaire sur grande Instagram. rappeuse, là, attention, ça arrive fort, hein. Big up à elle est Smith, qui m'a pris en stage à cette époque. Et j'ai découvert donc un peu la photo de plateau, de backstage, de live YouTube, donc vraiment super intéressant. C'était vraiment très intéressant pour moi. Après, j'ai fait de l'événementiel, j'ai pris photo pour Marbré, qui est une association d'électro à Paris. Franchement, c'était super intéressant, mais j'ai eu un peu de mal de vraiment rester dans un même lieu, prendre des photos des gens, de la soirée. C'est pas trop mon délire, donc j'ai un peu aussi appris à ce que je voulais vraiment faire ou pas faire. Mais dans la vie de tous les jours, franchement, quand je prends mon appareil, c'est vraiment mon objectif, c'est donner ma vision des choses et ça reste une passion. Et vraiment pas un travail, parce que de toute façon, comme tu dis, moi je vois déjà plus tard, je veux travailler avec des guerres de passion, tu vois, genre, moi je vois ça plus tard, je me vois pas faire un truc que j'aime pas. Il faut donner les moyens. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, dans ta vie on va dire, entre guillemets, d'artiste, il faut que tu professionnalises la chose. Ouais, grave. Et donc de plus en plus, on essaye de faire ça. Là, maintenant, je vais arrêter les shoots gratuits. Hein, je vous préviens, j'ai plus les sous pour les shoots gratuits. Je peux faire le dernier d'ailleurs. Je vais arrêter, ça me coûte trop cher. Donc non, et du coup, je pense à faire une petite mise en place de contrat. Parce que moi, ce qui est super triste, c'est que les gens oublient la reconnaissance des photographes, des beatmakers et aujourd'hui. Ouais. Là, franchement, en ce moment, je suis à fond sur Twitter. Je suis que des gens dans le monde de la musique, photo, tout ça. Ils le disent tous, on nous paye pas, on oublie les graphistes, on oublie les designers, on oublie ça. Faut pas nous oublier aussi, je pense qu'on est aussi très important, tu vois. Donc je me verrais bien me professionnaliser vers une agence de communication. Okay. Pour aider les gens à donner de la valeur sur leurs réseaux sociaux, donc tout ce qui est design, graphiste, développeur web, pour qu'il y ait un peu de la valeur aux yeux des gens, tu vois. C'est normal. Ouais, c'est parce que le mec n'a pas Instagram que tu vas pas payer, tu vois. Alors, tu dois payer son boulot. Et les gens, ils oublient ça.
Donc je trouve ça un peu triste et j'aimerais bien travailler là-dedans, donc à réfléchir. Ah, mais il y a plein de mèmes, c'est tout, genre tu seras payé en visibilité, des trucs comme ça. Mais J'ai juste un arrobase. Vous avez pas fait de devis là pour le podcast d'ailleurs. Ça va. Mais d'ailleurs, pour aller plus loin sur la passion et tout, mais même par-delà la passion, je sais qu'il y a des moments où, quand je vais pas bien dans ma vie, c'est un peu lié aussi. Quand tu vas pas bien, t'as pas forcément envie de faire des trucs, mais quand je fais pas de vidéo, je sais que je ressens un peu de frustration parce que c'est ce que t'as dit, genre c'est notre manière de nous exprimer. Et du coup, je sais pas, tu te sens un peu frustré. Enfin, t'as pas le temps, juste enfin, que t'as l'envie et tout, mais enfin, tes obligations et tout, ton travail, tes études, te permettent pas de faire ta passion, genre de la photo, de la vidéo. Moi, je me sens frustré et je sais que ça affecte genre vraiment mon bonheur. Ça, je sais pas comment dire, mais je me sens moins épanoui quand je peux pas faire de vidéo alors que j'en ai envie. Ok. Donc c'est même plus qu'une passion, c'est un peu un besoin par moment. Ok. Ouais, après, moi, il y a aussi le côté aujourd'hui, quand j'ai commencé vraiment la photo, j'avais vraiment ce délire à avoir toujours mon appareil, mon petit point shoot dans ma poche, pour photographier mes potes en soirée, tout ça. Et je me suis rendu compte que en fait, mes photos tournaient un peu en rond, c'est toujours les mêmes, un peu des soirées, tout ça. Du coup, j'ai vraiment arrêté de garder ce côté, on va dire, comme un téléphone, tu vois, l'avoir toujours sur soi. Du coup, maintenant, c'est vraiment quand je fais des balades photos, quand j'ai des projets dans la photo, c'est vraiment de me dire, bah là, je vais faire une pellicule de ça, tu vois. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Du coup, Ouais. je fais beaucoup moins dans l'improviste, de moins en moins, déjà par le prix qui me freine. Ouais. Mais le plus important, c'est toujours me garder au moins genre une balade par mois, où là, par contre, il n'y a pas de but. Le but, c'est de marcher et faire un peu d'authenticité. Ouais. Donc voilà. Ah bon, on y revient, l'authenticité, Ouais. l'honnêteté et tout. Ouais, c'est ça. C'est important quand même, tu vois. Parce qu'en fait, quand je regarde vraiment les gens qui font de la photographie professionnellement, il y a vraiment toute une DA derrière, franchement toute une équipe, tout ça. Enfin. Et ces gars-là, souvent ils disent, bah, j'ai plein de projets dans la photo, c'est cool, mais j'ai oublié que je fais la photo pour moi. J'ai oublié cette passion de me balader. Et j'ai vraiment pas envie de perdre ça, en fait. J'ai pas envie de faire ça en masse. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je me lance pas en numérique. Parce que j'ai peur de perdre cette passion de la photo et de l'authenticité et aussi d'attendre. Ce qui est cool avec l'argentique, c'est qu'il y a plein de photos que parfois je reçois. J'ai oublié que j'avais prises. C'est génial ça. Et la surprise. La surprise. Celle-là, elle va être incroyable. Hop, je la reçois, elle est éclatée. Une autre, je veux dire, elle va être nulle. Elle est trop cool. Donc, j'ai oublié. Enfin, même une de mes belles photos que j'ai faites, j'étais bourré, tu vois. J'étais bourré. Et 6h du matin, il y a un putain de couleur, de lever de soleil. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Je vous montre la photo après, elle est dingue. Et mon pote, il pose, j'ai pris une seule photo et il était dingue. Donc, franchement, trop cool, tu vois. Donc, et quand j'ai découvert, j'étais waouh. Et sur ça, j'avais plein de retours trop cool de gens qui faisaient du numérique qui me disaient, mais comment tu fais pour avoir ces couleurs-là, tu vois. Argentique. On se bat le 90 la pellicule. Faites de l'argentique. Bon, ben merci beaucoup. Vous avez répondu à notre question piège. Naturellement, on avait toujours une petite question piège qu'on avait déjà posée avec les copains. C'était quel est votre rapport à l'art? On posait ça comme ça, on posait les cartes sur table. Et finalement, vous avez répondu. C'était pas un piège pour vous, c'était normal. Donc, c'est parfait. On va passer aux questions. On a déjà traité 2 questions des auditeurs et auditrices. Il en reste encore 2. C'était quoi la deuxième question? Je me rappelle pas. Nous avons eu les artistes qui vous inspirent, vous en avez pas mal parlé, et Louis, que pensais-tu de la mode argentique? Ah oui, ok, ouais. Donc il nous a parlé ça, donc on remercie, déjà on vous remercie pour avoir posé ces questions, on vous remercie les 2 prochains qui arrivent aussi. Quentin, je te laisse... Ouais, donc une autre question, même si on en a rapidement parlé au début, mais là vous allez pouvoir peut-être plus développer. Quel conseil donneriez-vous à des gens qui voudraient se lancer dans la photo ou dans la vidéo aujourd'hui? C'est une question de qui? On garde l'anonymat, protection des sources. C'est un passionné de photo ou de vidéo qui te pose des questions? Je pense que ça concerne les deux, les deux arts. Ouais. J-Louis, si tu veux. C'est une question de JP777. Ah, bah, super drôle parce que ce gars, tu vois, c'est un gars qui est dans mon primaire, tu vois, genre. Ok. C'est un gars de mon primaire qui me suit maintenant depuis, je crois, quelques mois. Et genre, c'est trop cool, tu vois. Genre, on n'a plus aucune relation depuis qu'on a 10 ans, tu vois. Genre, Il expose là, le pauvre. non, vraiment, non, mais. Je l'aimais pas. Je trouve ça trop cool, tu vois. Genre. Désolé pour la protection des sources. J'ai pareil, ce qui est intéressant. J'ai une meuf qui était On te au collège remercie, avec moi, Chippy. puis j'ai jamais parlé, et pareil, genre elle me suit, elle m'a envoyé des messages et tout, je suis c'est fou, enfin on sait pas Ouais. tant parler que ça, on se connaît Cool. pas, mais... Trop cool. Ouais. Et ouais, ce qui est intéressant, en plus, il m'a posé une question récemment, parce que j'ai posté un livre en story, tout, il m'a demandé, ouais, c'est quel livre, tout ça, donc je comprends mieux sa question, tu vois.
Ouais, donc du coup, commencer l'argentique, déjà, achetez votre appareil sur le bon coin, parce que les boutiques à Paris, ils vont vous arnaquer. Faites attention, c'est super important. Moi, franchement, la première boutique que j'ai faite, donc pas celle où j'ai acheté 150 € l'appareil, mais la première, le gars proposait 250 € l'appareil. Putain, je voulais faire une blague là-dessus, mais du coup, c'était vraiment le prix. Ok. 250 € l'appareil, je fais un. Et après, j'ai bougé dans une boutique, et je lui ai dit ça, il m'a dit, ah, est-ce que ce gars-là ressemble à ça? Je fais, oui, il me fait, lui. C'est l'arnaque de Paris, il faut pas y aller. Et tout le monde y va parce qu'il est en face de Bastille. Est-ce que tu aurais une adresse pour dénoncer l'arnaque de Paris? Ah non, on va protéger, hein. C'est avis au marché. Boutique bleue. Qui tombent les unes après les autres aujourd'hui. Rien ne sera plus pareil. Faites attention. Donc ouais, commencez déjà déjà vous vous demandez ce que vous voulez faire de cet appareil. Je pense que c'est important de voir ce que vous voulez faire avec. Moi, comme je vous dis, si vous voulez vraiment vous mettre dans la photo, c'est pas juste le délire d'acheter un appareil et faire des photos pour vos potes. Si vraiment vous voulez faire de la photo, commencez avec un boîtier manuel, donc soit du Nikon, du Canon, et commencez avec un boîtier manuel qui soit dans le manuel et aussi automatique. C'est permet aussi de voir un peu la différence, hein, c'est aussi cool. Okay. Quand au début vous avez pas envie d'arrêter la photo, vous êtes automatique. Enfin, c'est mon premier conseil. Après YouTube, franchement YouTube meilleur. Le sang YouTube. Merci pour les 30 balles en 6 mois. Franchement YouTube c'est cool. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de photo argentique. Bon, les Américains sont meilleurs sur ça, mais de plus en plus de Français, comme je dirais Adrénaline, Thomas App. Franchement ces mecs-là sont vraiment chauds. On commence à faire de la photo, donc acheter un appareil, on va dire vraiment manuel si vraiment vous voulez faire de la photo. Trouver un labo qui fait du scan à moins de 13 €. Et après, par la suite, je pense que il faut commencer par se balader. Je pense qu'il faut pas commencer en disant je vais faire un shoot de mon pote ou quoi. Je pense qu'il faut commencer vraiment à se balader et à commencer à toucher un peu à tous les boutons et de noter en fait. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé vraiment à prendre un petit bouquin à côté, prendre une photo et vu que tu vois pas la photo derrière, tu peux pas savoir quand tu l'as prise, hein, tu vois, genre il faut que tu t'en rappelles. Ah, t'as été hyper scolaire. Ouais, j'ai été scolaire. Du coup, j'ai pris un petit carnet, j'ai dit là c'est plutôt là, si non, ces trucs là, je l'ai prise avec cette ouverture, avec cette vitesse. Du coup, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre la photo, de faire un peu les photos après, de moins rater. De fait, le but dans les 36 photos, c'est d'en rater le moins possible, tu vois. Et c'est très rare que je fasse 36 photos parfaites, c'est même impossible, tu vois. Et donc ouais, c'est vraiment ça. Après, franchement, moi au début, j'ai pas commencé à lire des œuvres de photographes, mais je vous conseille vraiment. Parce que de plus en plus, ils font des bouquins sur qu'est-ce qu'est la lumière, qu'est-ce que ça représente, sur tout ce qui est aussi sur les couleurs. Franchement, c'est super intéressant. Et voilà. Après, moi, ce que ça m'a apporté aussi, parce que je vois aussi répondre à ça, la photo, ce que ça m'a apporté aujourd'hui, c'est déjà de prendre le temps. En même temps, je trouve ça super important. Moi, je suis hyper actif de base et franchement, ça m'a vraiment calmé dans ma vie, tu vois, de faire de la photo, tu vois. Et aussi, ce côté je regarde les choses différemment. Par exemple, le cinéma, tu vois, genre. Là, en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Succession. Franchement, regardez. Ça y est, t'as commencé à regarder. Dingue, gros. J'ai déjà vu l'épisode en 3 jours. Et non, bon, après, il y a plein d'autres. Franchement, j'ai commencé vraiment à me dire, putain, le cadre trop bien, tu vois. Je suis pas un gars de la vidéo comme toi. Toi, t'as vraiment une grande culture au niveau du cinéma. Enfin, elle est dingue ta culture. Et de plus en plus, j'ai commencé grâce à ça aussi. Donc de plus en plus, je me dis, putain, tu vois, la série Serpent là sur Netflix. Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, mais j'ai adoré les couleurs. Ouais. J'ai adoré les couleurs, les cadrages. Après, l'histoire, je suis pas trop fan, tu vois. Ouais, les acteurs sont très beaux aussi. Les acteurs sont très beaux. Moi, je parle d'image. Ouais. Après, Non, c'est vraiment, dans l'histoire, je suis d'accord. Tu vois, il y a vraiment même avec mes cours à la fac, on a eu des cours d'analyse filmique, tout ça. Ils parlaient beaucoup de l'image, des cadrages, plan américain. Et moi, franchement, depuis le début, je fais de la photo. J'ai jamais suivi de formation. Franchement, j'allais sur YouTube et pour vous dire la vérité, je regardais juste comment utiliser mon appareil, mais je regardais pas plus de vidéos que ça, tu vois. Genre, c'est vraiment solo. Donc vraiment, je pense, si tu veux commencer l'argentique, en tout cas, c'est déjà une détermination. Avoir un petit portefeuille un peu rempli comme maintenant et être en autodidacte. Franchement, je pense que c'est là où tu pourras mieux te cadrer dans la vision que tu veux faire après, je pense. Bon, il y a pas mal de trucs où en vrai pour la vidéo c'est à peu près la même chose, mais enfin le plus important de toute façon c'est de se lancer, vraiment. C'est débile, mais c'est en faisant. Au début on a peur et tout, on va faire des trucs nuls. D'ailleurs j'ai enlevé ces vidéos de YouTube, mais ne regardez pas mes premières vidéos YouTube parce qu'elles sont vraiment très très nulles. Mais après le tout c'est vraiment essayer d'apprendre de ses erreurs. Enfin c'est vraiment comme ça qu'on progresse le plus.
savoir gérer une caméra. Le truc avec les vidéos, c'est que si c'est des vidéos sur YouTube, en général, tu as tendance à concentrer un peu tous les rôles. Tu fais réalisateur, script, tu fais scénariste, tu fais directeur de la photo, tu fais tout, enfin, genre vraiment ingé son, monteur. Après, il y a des fois, si jamais vous rejoignez un collectif ou une association, vous pouvez peut-être plus vous focaliser sur ce qui vous plaît, si c'est plus le montage, plus la photographie, directeur de la photographie, du coup, c'est genre le choix des objectifs, des caméras, quel format, tout ça. Mais vraiment, le tout, je dirais que c'est vraiment de se lancer. Vous allez faire des erreurs, on fait tous des erreurs, même encore aujourd'hui j'en fais, mais le but c'est d'essayer d'un peu réfléchir un peu intelligemment dans le sens où ok, bon, j'ai fait ça a pas marché probablement à cause de ça, mais si je faisais ça, peut-être que ça marcherait. J'ai jamais pris aucun cours d'analyse de film ou quoi que ce soit, j'ai un peu tout fait au feeling. Des fois je suis tombé sur des chaînes YouTube, c'est une source incroyable, j'ai tout appris là-dessus. Pour le montage pareil, il n'y a pas besoin de suivre des cours de formation, sauf si ça vous plaît, mais vraiment, vous avez tout ce que vous voulez sur Internet, et c'est ça la grande richesse du web, c'est un truc fou. Vous pouvez avoir accès à tout le temps, et il y a des gens super pour vous expliquer des trucs. Il y a Hard Disk qui fait des super tutos sur YouTube, le Faussaire de film qui fait les meilleures analyses de films, je pense, dans les chaînes YouTube francophones. Et vraiment, le tout, je dirais, c'est vraiment se lancer, quoi. Après, les erreurs, il y en aura. Faut réfléchir, c'est tout, apprendre de ses erreurs et ça viendra avec le temps. Et surtout, je pense, faut pas se poser la question, est-ce que je suis légitime de faire ça? Ouais, c'est ça. Il y a pas de légitimité. Là, j'ai écouté récemment un podcast de 301 Vision, là, avec Cyprien et 301 vues, non? 301 vues. Tu dis quoi, 301 Vision? Faut dire de la vision, la vision de la photo. Et il parlait de ça, et il disait qu'en gros, faut pas se poser de questions, tu vois. C'est pas parce que je suis pas légitime. Pas te dire je suis pas légitime, non. Personne n'est légitime avant de je me lance, tu vois, genre. Il faut pas trouver d'excuses. Aujourd'hui, franchement, trouver une caméra et trouver un appareil photo sur mon coin, ça se fait pour pas cher, tu vois. Genre. Il faut se lancer. Par contre, la vidéo, ouais, genre ça coûte très cher, je pense encore plus cher que la photo. Donc préparez-vous, ça va coûter beaucoup. Ouais, mais une passion, faut mettre de l'argent dans une passion, ouais, je pense, tu vois. Surtout si on n'a pas 10 000, tu vois. Enfin, moi, comme je dis, franchement, j'en ai pas trop à part la photo et le football et le tennis, tu vois. Mais franchement, ça me dérange pas de mettre plein d'argent dans ma passion, tu vois. Genre. C'est ce qui me stimule tous les jours, donc je trouve ça important. Et il faut pas se trouver d'excuses non plus. Bon, il y a cette phrase que tout le monde cite d'Orelsan, qui est quand même un peu abusée, mais genre, si t'as besoin de faire des films, t'as pas besoin de prendre, juste prendre un truc qui filme. Attends, merde, c'est quoi? Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà. Et il a raison. En vrai, prenez un micro avec, parce que vraiment, un son dégueu, ça nique une vidéo. Ça, c'est vrai. Mais, non, ouais, vraiment, le truc, c'est, faut démarrer petit. En vrai, le téléphone, il filme super bien et tout. Après, quitte à acheter un micro sur le côté, ça coûte pas grand chose non plus. Faut se préparer, faut regarder des tutos, faut faire des comparatifs de trucs. Ça prend du temps, vraiment, ça prend du temps et de l'argent. Et il y avait un autre truc que je voulais rajouter que j'ai oublié, et je m'en veux d'avoir oublié. Ah oui, ça va détruire votre vie si vous vous lancez dans la vidéo, parce que il y a un moment quand vous aurez trop de connaissances, c'est comme de la sociologie, en gros. La sociologie, c'est déconstruire un peu le monde social. Du coup, vous prenez conscience de tous les trucs qui se passent auxquels vous avez jamais pris conscience. La vidéo, c'est pareil. Vous regardez un film, c'est en mode, ok, bon, pour cette scène, il a une courte focale, ils ont dû stabiliser l'image peut-être en post-prod parce que ça avait trop tremblé, et du coup là, ils ont fait une colorimétrie par-dessus, ils ont dû prendre une lumière qui devait être un peu orange, et en plus, ils ont dû baisser la balance des blancs et tout. Voilà, vous allez réfléchir à toutes les scènes et les décortiquer, et des fois, ça va vous niquer des films, d'ailleurs la plupart des films. Mais si c'est vraiment ce qui vous plaît, ça vaut le coup, en vrai. Parce que c'est kiffant de reproduire des trucs que vous avez déjà vus, c'est un truc génial. Et surtout, ne pas écouter les gens qui ne croiront pas en vous. Je crois que c'est le truc le plus important, vraiment, les gens qui diront pourquoi tu fais ça, qui te jugent. Faut pas les écouter, faut faire ce truc dans son coin. Et moi, c'est un peu une remarque, je pense, dans la vie de tous les jours, tu vois, je pense, mais je pense vraiment que toi, personnellement, t'as envie de faire quelque chose, je pense qu'il faut vraiment que tu le fasses à fond et vraiment pas à moitié. Si tu le fais à moitié, ça marchera pas et tu seras pas stimulé et passionné par ce que tu fais, je pense. Tout le monde s'attaque à toi au début, et je relance un peu le sujet, mais les protes, ça fait 9 jours que je fais du sport tous les matins et que je prends des protes. Et mes colocs me disent, oh là là, ça fait que 9 jours et tout. Mais ouais, non, mais il faut un début à tout. Je suis désolé, mais dans un mois, ça fera un mois, on va dire ça fera moins d'un mois peut-être, mais en tout cas, il faut un début à tout, et accrochez-vous si c'est vraiment ce qui vous plaît. Après, vous pouvez abandonner et tout, il n'y a pas de problème, mais tu seras un problème avec toi-même, tu vois, si t'arrêtes, tu vois. Ouais. Avec ton corps et tes muscles. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses riches. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de conseils qui ont été divulgués là, ça plaira à pas mal de monde. On approche petit à petit la fin du podcast. Il nous reste une question que nous a envoyé Pop Fox sur Instagram. La boule là. Dédicace à Pop Fox, hein, c'est important, très bon photographe.
si vous pouvez lui répondre peut-être en un mot pour conclure, quelle est la ville la plus riche pour travailler en termes de balance population, architecture et énergie qu'elle dégage? Je pense c'est Brive-la-Gaillarde. Non. Chaque épisode, on fait une dédicace à chaque fois à Brive-la-Gaillarde. Non, Là, je dis Toulouse. la Allez, pour réponse est sortir Toulouse. Toulouse. Vraiment, c'est la ville avec laquelle j'ai le plus de mal. Je suis désolé, hein, mais vraiment ça Tu ça sais m'inspire pas, allez, pas du tout. Ah oui, non, ça fait Limoges, j'ai même pas tenté. C'est ça. Toulouse, je tente quand même, mais bon. On n'a pas d'abonnés. Mais New York, il y a un truc. C'est la ville la plus merveilleuse du monde parce qu'elle est aussi horrible. Enfin, il y a il y a toujours deux côtés de la pièce, mais c'est vraiment une ville exceptionnelle dans le sens où il y a une concentration de population qui est gigantesque. Il y a des lieux qui sont mythiques, qui ont construit notre imaginaire artistique, que ce soit dans les films, dans la photographie, dans l'art, dans la peinture, dans tout. New York, c'est vraiment présent partout. Et quand on y est, on sent un truc et on sent qu'on fait partie d'un truc. Et ce sentiment, il a aucun prix et c'est ce qui me manque tous les jours depuis que je suis rentré le 24 mars 2020. Mais ouais, New York pour moi c'est la ville parfaite. Après, dans toutes les villes que j'ai faites, j'ai pas Londres, j'y suis allé quand j'étais plus jeune, mais je pense que c'est un peu moins mon kiff le côté britannique. Tokyo, ça a l'air d'être un truc exceptionnel. Je pense qu'il y a plein de villes, le truc dans tout ce que j'ai visité, c'est-à-dire à peu près toutes les capitales d'Europe de l'Ouest, plus Marrakech, plus New York. Enfin, les quelques villes du nord-est des États-Unis. New York, ça reste vraiment le must, mais parce que j'ai grandi avec et j'en suis profondément amoureux. C'est ça. Mais du coup, la réponse New York, pour moi. C'est souvent quand on a un rêve d'aller à un endroit, dans une ville, on s'imagine là-bas, même on fait des rêves, hein, vraiment, Ouais. on s'imagine. Et t'imaginer le truc comme ça, quand t'es arrivé sur place, genre vraiment avec les grandes tours, tout ça, enfin, est-ce que t'as été déçu un peu ou pas du tout? Justement, j'avais trop peur d'avoir cette vision cristallisée parce que pendant 6 ans, j'en étais amoureux et j'y étais jamais allé. Je devais y aller plusieurs fois, mais j'ai eu plein de petits problèmes à chaque fois, donc pas de bol. Et là, en fait, je pars, mais je pars pas en voyage. Je pars y habiter pendant 6 mois, donc c'était un peu un truc wow. Et je me disais, qu'est-ce qui me prend de partir à l'autre bout du monde tout seul en plein Covid, sans ma famille, personne pour m'accompagner, dans une ville que je connais pas et que j'ai fantasmé pendant si longtemps. Et quand je suis arrivé, j'étais en mode, je me disais, c'est sûr, je me le suis survendu, je l'ai fantasmé, je vais être déçu. Je suis arrivé, j'étais, putain, c'est 1 milliard de fois mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ce bonheur, c'est pas de l'extase dans le sens où c'est pas un bonheur, un pic de bonheur hyper intense. C'est que c'est un bonheur hyper diffus et sous-jacent tout le temps. En fait, quand je me baladais à New York, juste regarder les bâtiments, ça me rendait heureux. J'ai passé Noël tout seul en 2020 parce que j'étais en quatorzaine, parce que j'étais cas contact. Et le 24, j'ai fait un peu une digression. Je suis sorti 2 jours plus tôt juste pour me balader 1 heure le 24 au soir. J'étais tout seul, j'avais pas eu de cadeau, j'avais rien eu. J'avais passé vraiment, objectivement, le pire Noël de toute ma vie. Et pourtant, quand je me suis baladé et que j'ai vu les bâtiments, l'Empire State allumé en vert, blanc, rouge, j'étais en mode, c'est ça mon cadeau de Noël en fait, c'est d'être à New York maintenant et en fait ça m'a rendu heureux. Sur 6 mois j'ai été je pense 3 fois 30 minutes triste et c'était des petites tristesses en mode, oh putain il m'arrive un truc pas bien et tout, je suis deg. Mais ouais New York je sais pas, il y a un truc incroyable avec cette ville et même des gens qui en sont pas amoureux m'envoient des messages pour me dire c'est une ville qui m'a marqué. Je saurais pas l'expliquer mais il y a quelque chose dans cette ville. Parce que moi, je t'avoue, moi, je suis allé à New York une fois aussi. Je suis allé 5 jours avec mes parents pour visiter. J'avais 14 ans, du coup, j'avais pas la passion pour la photo, tout ça. Et j'y suis allé, et c'était pareil, un petit rêve, tu vois. Genre, surtout quand t'es jeune, souvent, t'as le tableau de New York dans ton salon, tu vois. Ouais, dans la chambre, ouais. Le Times Square et tout. Tu vas y aller, tu vois. Genre. Et j'y suis allé, et franchement, je pense que j'étais un peu déçu. Parce que j'avais eu la chance aussi de faire un peu tout le côté, j'étais à la téléfilm, j'étais à Boston, j'ai adoré Boston, enfin, moi, j'ai fait cette petite bière de la côte. Et moi, quand je suis arrivé à New York, donc déjà, t'as mal au cou, enfin, faut le dire. Ouais, ça a la tête vers le haut, mais Et tu vois, moi, je suis parisien et tout, et on me dit à Paris, on va vite, mais là-bas, qu'est-ce qu'ils vont vite, les gens. Par contre, ils ça marchent très lentement. Ouais, mais quand même, c'est sa vie, tu vois. Genre. Ouais. Et je trouvais. Après, je pense que là aussi, ça a joué sur ma perception de New York, c'est qu'on avait un hôtel vraiment à 2 pas de Times Square, tu vois. Ok. Et il y avait vraiment trop de monde. Genre, C'est pas le meilleur quartier en plus. C'est un peu lourd, tu vois. Du coup, j'ai un peu de mal, même. J'étais pas trop fan. Mais franchement, aujourd'hui, tu vois, c'est un rêve d'y aller, tu vois. Ouais. Et je kifferais y aller avec toi d'ailleurs. Ah, mais mec, moi. Vraiment, genre. Ça prend des rendez-vous là. Très très sympa, tu vois. Ça prend Genre, des rendez-vous. Dans 2 à 4 ans, j'habite. Je lâche je ça. viendrai spotter ton employé. Et Louis, justement, la ville, alors tu parles de New York, c'était peut-être, t'as envie d'y retourner. Qu'est-ce que c'est toi pour toi, juste la ville? Comme Bah, ça t'inspire. Pas de chercher basique, on va dire, j'ai commencé avec Londres, hein, donc on va se mentir, Londres, hein, parce que franchement, Londres, il y a le côté cosmopolite, côté quartier indien, quartier chinois, tout, bah, c'est incroyable, c'est de tout, et c'est là que je pris une première photo,
Et c'est la première fois où j'ai pris, pas que mes potes, j'ai aussi pris un peu d'architecture. Et franchement, il y a des photos que je me verrais bien, même imprimer en grand pour ma chambre, qui sont mes premières photos. Donc vraiment Londres, et puis quand je suis allé à Lille, j'ai retrouvé un peu de délire un peu avec Londres, bizarre avec les briques rouges, tout ça, et j'ai vraiment kiffé, tu vois. Donc vraiment, moi, je suis plus dans la ville du Nord. Et là, mon projet, là, bientôt, je vais peut-être partir à Helsinki. Et c'est un rêve. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais j'en ai à Helsinki, j'ai envie d'aller tout le côté un peu est, prendre des photos là-bas, je sais pas, c'est une couleur, une société qui m'appelle, tu vois, genre, trop bizarre. Mais encore une fois, c'est tu vois tes rêves, et si tu fais une mission, tu vois, genre, à voir. Juste un tout petit mot, parce qu'on n'a pas eu la chance d'en parler, mais l'avantage des très grandes villes aussi, c'est genre le melting pot, genre vraiment le côté vraiment cosmopolitain, avec genre plein de populations et tout, ça raconte encore plus d'histoires, c'est pas genre une population issue genre d'une même culture, c'est vraiment un mélange de plein de cultures en même temps, et ça ajoute, ça nourrit vraiment le fantasme autour de la ville. Mais du coup, ouais, à New York, moi j'avais adoré Chinatown, genre vraiment, parce que déjà, t'as tout le dire, moi j'étais un fan de streetwear, enfin toujours aujourd'hui, mais il y avait Supreme, tout ça, tous les magasins cool, les Kings, tout ça, tu vois. J'ai bien kiffé. Et toi, c'était quoi ton quartier vraiment? Tu kiffais à New York? Je sais pas, en vrai, j'aimais un peu tout déjà. J'aimais bien East Village, c'était juste en dessous de chez moi, parce qu'en fait, il y avait pas mal de terrasses à cause du Covid. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de terrasse à New York avant le Covid, mais ils ont ouvert justement pour pouvoir manger à l'extérieur. Et en fait, ça me rappelait un peu l'Europe. Je sais pas comment dire, c'était une sorte de pont entre genre New York et l'Europe. Parce que c'est un petit quartier un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait une ambiance un peu européenne. Et sinon, j'adorais, je crois que c'est Pier 17, c'est au sud-est, en gros, genre de Manhattan. Et Pier, c'est en gros, c'est tous les quais. Et celui qui donne sur Brooklyn. Ok. T'as le pont, du coup, BMW, ça doit être Williamsburg Bridge. Non, ça doit être le Brooklyn Bridge. J'ai un doute, un des deux. Et vraiment, t'as une vue incroyable de ouf. Il y avait un petit endroit où ils balançaient de la musique de jazz H24. Incroyable. Vraiment trop stylé. Je me posais là avec mon café et à un moment, j'ai chopé un coucher de soleil qui se reflétait dans un building. Le building était entièrement orange et en fait, le reflet orange se reflétait sur l'eau. C'est un des moments qui m'a marqué et genre, rien y penser, ça me fait quelque chose. Les reflets, c'est important dans la photo, dans la vidéo. Franchement, de plus en plus, je me marre sur les reflets. C'est un truc que je kiffe, genre. Les ombres, les reflets, je crois, c'est génial. Ça apporte un truc, une âme un peu, mais désolé, on progresse de ouf à la fois. C'est génial. On voyage, donc on retient New York, Londres, un projet à Helsinki, des projets dans le Nord aussi. Enfin voilà, plein de projets, plein de voyages, il y a des grandes villes partout à photographier et à filmer. On va passer sur la dernière partie de l'émission, un petit rituel que nous avons lorsque nous recevons nos invités, la partie recommandation. Donc là, c'est une partie où tout simplement vous allez parler d'un artiste, d'un livre, d'un film que vous avez envie de faire connaître ou peut-être de partager avec nos auditeurs et auditrices. Qui commence? Qui se lance? Est-ce qu'on peut faire multiplateforme, genre citer plusieurs trucs en étant C'est la carte blanche. Tu veux y aller, Louis? Ouais, let's go. Moi, franchement, dans mes références, j'avais pas une culture de fou dans la photographie avant tout, tu vois. C'est vraiment en faisant de la photo, j'ai commencé à m'intéresser à des photographes. Le premier bouquin de photo que j'ai acheté, c'est Joel Meyerowitz, qui est un New-Yorkais. Je t'enverrai. Et son bouquin, c'est Une vision de la photographie. Donc pareil, ce qui est super intéressant, c'est qu'il parle donc de la lumière, pourquoi il fait de la photo, pourquoi ici. Et en fait, il prend comme exemple. Moi, j'adore. Pour moi, il faut une photo et un texte à côté. Pour expliquer. Pour expliquer. Du coup, il expliquait le jour où il avait pris ce portrait-là, comment il l'avait fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc il a pris une photo des années 80, 90, 2000 en argentique. Et il a pris une photo, franchement, moi, qui m'a, New York d'ailleurs, qui m'a vraiment choqué. C'est en fait le World Trade Center, donc le 11 septembre. On a tous, on va dire, même si on ne se rappelle pas, on a tous la mémoire des avions dans la vidéo où ça rentre. On a aussi la photo, tout super connu, je crois que c'est une mise en scène, mais ils sont sur le côté, sur un Brooklyn. T'as deux gars qui rigolent, et derrière t'as... Oui, derrière la qui a fait cette photo, là. Ouais, dingue. Je la connais pas du tout. Ah ouais, je peux plus sur le cœur mère, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, le gars, il a réussi à avoir une accrète pour prendre des photos du lendemain, donc des ruines. Et mon gars, wow, la photo, c'est genre une montagne de ruines, tu vois. Ouais. Je sais plus comment on appelle ça, mais à Lens, là où il y a des montagnes de mines, comment on appelle ça? À Lens, c'est quand il y a... Les terrils. Terril, mais t'as l'impression que c'est une énorme terril, tu vois. Genre. Et cette photo m'a vraiment... Donc j'ai adoré ce bouquin. Après, moi, j'ai beaucoup acheté Raymond de Pradon.
qui fait des tout petits bouquins, comme ça. C'est gros pour un petit bouquin. Ouais. Je l'avais pas vu, mais c'était énorme. Et il fait un truc, il fait un sujet sur l'errance. Donc pareil, il fait une page écrite, une page à photo. Et il a fait un autre truc, je crois, c'est 5 pays, 5 passeports en 5 jours, un truc comme ça, je pense. Je sais plus trop. Et pareil, trop cool. Genre le mec montre dans un délire un peu anthropologique, différentes populations, en noir et blanc, bien sûr. Et le dernier qu'on m'a acheté, c'est Du Chemin. C'est au cœur de la photographie. Là, il est énorme le bouquin. Et pareil, il reprend les gros titres de la photographie, comment utiliser la lumière, pourquoi faire du noir et blanc, pourquoi faire de la couleur. Et c'est super, franchement, c'est super intéressant. J'apprends vraiment plein de choses. Après, malheureusement, sur les films de photographie, je ne connais pas trop. Il n'y a pas beaucoup de films sur la photo. Et sur le côté, on va dire plutôt Instagram, on va dire, ce que je recommande aujourd'hui, moi, du coup, Sabrina Lani, que je parlais tout à l'heure. Il y a aussi il y en a marre, qui est mon ami, j'aime beaucoup ses photos, et Bob Fox. Mais sinon, j'ai pas vraiment de grandes références, de grands photographes. Bien sûr, moi, je restais avec les anciens. Je vais voir Cartier-Bresson, Salgado, tous ces gars-là. J'adore ces expressions-là. Mais moi, j'apporte une vision très importante pour les jeunes photographes. Je trouve ça intéressant, en fait, qu'on réutilise la manière quand même de l'argentique, qui est une manière assez vintage, Ouais. et montrer une vision du monde du 21e siècle. Je trouve ça assez cool. Je trouve ça va bien avec nos paysages. Donc, il faut quand même avoir des inspirations sur Instagram. Franchement, il y a des gens qui sont vraiment bons. Donc, allez suivre Adréanine, Thomas App, Centré Shot, il y en a trop, Vintarpay bien sûr, qui est mon pote, Vintarpay très fort. Donc non, vraiment, franchement, important d'avoir, on va dire, un peu des références de bouquins, mais vous n'êtes pas obligé. Le but, c'est d'être inspiré déjà dans ce que vous voyez, je pense, sur les réseaux, puisqu'on passe beaucoup de temps dessus. Donc. Juste une page sur Instagram pour tout ce qui est photographie en argentique, c'est Filmwave. C'est les casquettes. Ouais, leurs casquettes sont très belles. Moi, du coup, sur Insta, j'aimerais bien parler de Monaris. C'est une photographe qui est une femme new-yorkaise. Enfin, je sais pas si elle est new-yorkaise, mais en tout cas, elle prend beaucoup de photos à New York. Et en fait, elle a ce talent de prendre des photos en reflet des gens. Où en gros, il y a quelqu'un derrière la vitre et il y a quelqu'un dans le reflet de la vitre. C'est un truc exceptionnel. Ok. Et vraiment, elle fait des magnifiques photos avec des tons un peu de bleu. C'est très très beau. Sur YouTube, je vous conseille Casey Neistat, encore une fois. On va savoir comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit. Ceux qui ne connaissent pas, on vous l'a noté. C'est un super YouTuber. Il a un talent en storytelling qui est vraiment exceptionnel. Comme vidéo. Les vlogs, en fait, c'est un truc qui te file. Le vlog maquillage. Et sinon, en film, Là, mon gars. en vrai, je vais pas en citer plein, mais je vais citer un truc qui est pas trop. Ok, je cite un film qui m'a marqué très récemment, c'est Spotlight. Rien à voir avec la ville et tout, mais juste, genre c'est un film genre qui remue de ouf. Et on n'entend pas beaucoup parler. Et sinon, Nicolas Bedos, qui a fait que 2 films pour l'instant. Son prochain film, Mascarade, sort bientôt. Il a fait Monsieur et Madame Adelman, qui est son premier film et qui est vraiment exceptionnel. Pardon, son 3e, c'était OSS 117, c'est son 4e, Mascarade. Monsieur et Madame Adelman, exceptionnel, et La Belle Époque, c'est un truc justement, il y a un peu de rapport à la vie, mais pas tant que ça, mais c'est surtout un rapport au passé. Et du coup, comme on a pas mal parlé d'argentique, vraiment c'est un excellent film qui parle en gros de l'évolution. Enfin, c'est surtout des aventures humaines et ça me rappelle Woody Allen en fait, du coup qui est une de mes inspirations. Et ces films sont pas si connus que ça, mais vraiment c'est des très très bonnes surprises. C'est des excellents films, les dialogues sont exceptionnels. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez pas mal donné de recommandations. Un dernier truc, sur Instagram, c'est @locusview. On le redira encore une fois. En vidéaste, je vous conseille Robinson Batman, c'est très important. Robinson Batman sur Instagram, @Robinson Batman et Robin Hood sur YouTube. On récapitulera tout ça. S'affiche en dessous. On va vous récapituler tout ça. Donc merci pour toutes ces recommandations au niveau vidéo, photo, etc. Nous, on a nos petites recommandations à nous, alors autres que de la photo. Quentin? Je peux commencer. Moi, la première reco que je vais faire, c'est une exposition. Si vous suivez le podcast, vous êtes peut-être au courant. C'est l'exposition des copains, donc un collectif qu'on avait reçu il y a quelque temps dans le podcast. Donc je sais pas exactement quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais ils exposent du 7 février au 1er avril 2022. Donc c'est au restaurant Le Court-Circuit à Toulouse. Vous retrouverez toutes les infos sur Instagram, c'est rue Réclusane à Toulouse, donc du 7 février au 1er avril pour aller voir leurs œuvres donc dans ce restaurant. Et ma deuxième reco, c'est un musée, donc je pense que mes comparses autour de la table valideront. C'est le musée Moko, donc à Amsterdam, qui est un musée d'art contemporain, qui est vraiment cool. Si vous allez à Amsterdam, au Muséum Plein, là, la place où il y a tous les musées,
et que vous en avez un à faire, c'est vraiment celui-là, c'est un des plus rapides. Et franchement, c'est contemporain, donc normalement ça vous plaira. Et puis il y a des grosses expos quand même. Puis c'est le seul où il y a pas la queue aussi. Mais il est tout petit par contre. Ouais, il est tout petit. C'est une maison, tu te balades dans la maison, il y a un étage et tu découvres des œuvres. Il y avait Banksy récemment, je sais pas trop combien de temps ça dure, mais c'est quand même des gros artistes et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde et c'est vraiment agréable comme musée. Corentin, Ok. je te laisse finir. Moi, tu m'as fait penser à une reco sur une exposition qui a lieu à Toulouse en ce moment, jusqu'au 6 novembre 2022 au Quai des Savoies. C'est sur les fake news. Et tout ça, ça s'appelle l'esprit critique, détrompez-vous. Donc c'est justement pour apprendre un petit peu à faire le tri dans toutes nos informations, parce qu'on en a de plus en plus, c'est notre quotidien, on a des informations qui circulent énormément. Comment arriver à les détecter, c'est important aussi aujourd'hui, parce que voilà, il y a tellement de médias qu'on peut s'informer de tellement de façons, mais aussi il faut faire attention à comment on s'informe. C'est quand même hyper important, surtout cette année, dans les années qui vont venir. Donc voilà, cette exposition qu'il faut faire. Et ma deuxième recommandation, ça va être sur un magazine de foot, sur Twitter, vous pouvez les suivre, ça s'appelle Caviar Magazine. Un site internet aussi, un Insta aussi très beau, surtout leur Insta, parce qu'ils font toutes leurs magazines sont faits avec des dessins qu'ils font eux-mêmes. Donc voilà, c'est fait par des jeunes et c'est juste voilà des sujets du foot, mais autrement. C'est pas de l'analyse, c'est pas de la tactique, c'est voir le foot autrement. Donc dernièrement, ils ont sorti un nouveau magazine qui s'appelle Les Pieds dans le plat. Donc c'est comment mélanger le foot et la bonne bouffe, comment manger bien. Donc voilà, donc il y a des chefs dedans, il y a des chefs étoilés qui témoignent, il y a des coachs, il y a des joueurs, il y a plein de trucs. Ils ont fait des trucs sur le sexe et le foot, sur la physique et le foot. Enfin vraiment plein de trucs. Ça s'appelle de toute façon, ils disent une passe décisive pour le foot autrement. Et c'est vachement bien trouvé, c'est hyper intéressant. Et il y a peu, surtout, ils ont lancé une chaîne Twitch qui s'appelle le Salon Caviar, où ils ont fait leur première émission lundi dernier. Et voilà, c'est à suivre. C'est un magazine qui a vraiment de bons sujets. Et c'est hyper intéressant, même si on n'est pas fan de foot ou quoi que ce soit, parce qu'il y a vraiment une autre façon de le voir aussi. Et voilà, donc je les recommande fortement. Magazine Caviar Magazine, Salon Caviar, tout autour du caviar. Donc voilà, je vous recommande tout ça. Ok, ben merci Corentin, merci à vous Louis et Robin d'être venus. Merci au podcast, c'était mon premier podcast. Franchement, c'est trop cool. C'est génial, j'adore ça. On revient quand vous voulez. Vraiment, avec plaisir. J'ai adoré. Quant à vous, nos auditeurs et auditrices, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram nos deux invités et puis à partager l'épisode autour de vous, bien sûr. Si vous nous écoutez sur iPhone, vous pouvez donc passer via Apple Podcast, c'est gratuit, sans abonnement, et puis ça vous permet de laisser une note sur notre épisode et laisser aussi un commentaire, donc ça permettra d'augmenter la visibilité de notre podcast. Et puis récemment, Spotify a aussi permis la notation, donc si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. Mais donc voilà, ça permettra de référencer un peu mieux tout ça. Et puis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Croyez en vos projets, c'est important. Au revoir.